Bientôt 15h, bienvenue à vous sur BFM TV pour Non-Stop. Si vous nous rejoignez, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, l'émotion à Béthune après l'annonce de Bridgestone. Le fabricant de pneus veut fermer son usine du Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent actuellement. Le gouvernement dénonce, je cite, une trahison de la confiance de l'État et de la région. Plus d'1 million de tests par semaine, objectif atteint par le gouvernement, mais face à des files toujours plus longues devant les laboratoires ou des semaines de délai pour obtenir des rendez-vous, l'exécutif souhaite donner un accès prioritaire à certains publics. On vous explique tout dans ce journal. Et puis le procès des attentats de janvier 2015 qui se poursuit. En ce moment même, c'est le patron de l'imprimerie dans laquelle s'étaient retranchés les frères Kouachi qui est entendu, témoignage très attendu. D'abord donc ce nouveau coup dur sur le front social. Cette fois, c'est le fabricant japonais de pneus Bridgestone qui envisage de se séparer d'une partie de ses salariés via la fermeture de l'usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Elle emploie 863 personnes. Lionel Top, forcément le choc est énorme. Oui, le coup de massue est tombé ce matin lors du comité social et économique organisé ici sur le site de l'usine Bridgestone de Béthune, la seule usine du groupe située en France. La direction a donc annoncé au syndicat la cessation totale et définitive de la production courant 2021, jugeant cette usine comme étant la moins rentable d'Europe. Vous l'imaginez, les salariés sont abasourdis, en colère aussi. Ils dénoncent les sous-investissements de la direction sur cette usine de Béthune, des sous-investissements qui ont conduit à la situation actuelle. Écoutez ce qu'en dit ce responsable syndical au micro de Vincent Vieillard. On s'y attendait plus ou moins, mais pas de cette façon. On pensait plus à une restructuration. On parlait beaucoup des 5 équipes. Il y avait une équipe qui était affaiblie. Donc on pensait, voilà, honnêtement, je pensais pas en arriver là à une suppression pure et simple de l'usine de Bridgestone Béthune qui est là depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, on peut pas bâtir un pneumatique de 19 ou 20 pouces parce que physiquement, on n'a pas les machines pour le faire, tout simplement. Donc aujourd'hui, clairement, c'est fermeture et premier licenciement le 1er avril. Stupeur et colère aussi du côté des politiques. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le gouvernement ont publié un communiqué commun en milieu de matinée pour dénoncer la brutalité, la pertinence et les fondements de cette annonce. Le porte-parole du gouvernement qualifie d'ailleurs cette fermeture de trahison de la part du groupe japonais. Une réunion a lieu d'ailleurs en ce moment sur le site de cette usine en présence de Xavier Bertrand et des responsables syndicaux. Merci Lionel Top, Xavier Bertrand, que l'on entendra justement à l'issue de cette rencontre avec les syndicats dans un instant. On vous le rappelle, la direction de Bridgestone à Béthune justifie cette décision par une surcapacité de la production en Europe, une concurrence des marques asiatiques toujours plus forte avec des bas coûts, et elle assure vouloir limiter au maximum le nombre de licenciements, notamment avec des mesures de pré-retraite, de reclassement interne ou externe, ainsi que la recherche d'un repreneur éventuel pour le site. Les réactions politiques sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a écrit ceci s'adressant au président de la République. Macron, relocalisation, point d'interrogation. La désindustrialisation continue. Bridgestone a reçu des aides de l'État pendant le confinement. Macron laisse licencier et favorise ses usines hors de France. La planification, c'est urgent. Fin de citation. Quant à Marine Le Pen, regardez, elle estime que le Covid ne doit être ni un paravent, ni un prétexte à la crise économique. Ici, je cite, c'est bien au nom de la compétitivité que nos salariés sont sacrifiés. Jérémy Brossard, forcément, dans le contexte du plan de relance annoncé il y a quelques jours, ce genre d'annonce suscite de l'incompréhension, de la colère, tout ce qu'on veut, quoi. Oui, parce que, souvenez-vous, on a eu ces derniers jours un débat sur la question notamment des contreparties demandées aux entreprises en échange de la mise en place de ce plan de relance à 100 milliards. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. À Bercy, on nous explique effectivement que le site, l'usine, n'a demandé aucun dispositif d'aide dans le cadre du plan de relance, aucun dispositif pour investir sur le site ou même pour moderniser ce site. Bref, cela explique évidemment le sentiment de sacrifice de ce site, de restructuration peut-être lié au Covid, à la crise sanitaire, ou en tout cas peut-être cette crise sanitaire n'est-elle qu'un prétexte. Ça explique évidemment la virulence des réactions politiques. À droite, on vient de le voir, à droite comme à gauche, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. La réaction très forte aussi du porte-parole du gouvernement aujourd'hui qui parlait de trahison. Le gouvernement qui va tenter de faire pression localement sur l'usine pour essayer de revenir en arrière. Une réunion sera organisée dans les prochains jours entre les personnels de l'entreprise, les élus locaux pour
tenter de faire en sorte que Bridgestone revienne en arrière et étudie d'autres scénarios alternatifs. On voit là qu'il y a une bataille non seulement sociale, économique, mais aussi politique qui est lancée clairement, parce que le risque, c'est de donner un sentiment d'impuissance du pouvoir politique au moment où le gouvernement multiplie les déclarations sur la sauvegarde de l'emploi comme grande priorité, sur la volonté de maintenir les emplois, de relocaliser des entreprises. Or, là, on a véritablement le sentiment qu'il y a une décision sèche, brutale, qui est annoncée sans réelle volonté de sauver à la fois le site et les quelques 900 salariés qui y travaillent. Et puis on est accessoirement dans une région où les appétits politiques s'aiguisent. Xavier Bertrand, patron de la région, que l'on va entendre dans quelques instants après sa rencontre avec les syndicats, cache seulement à moitié ses ambitions présidentielles. Et puis Marine Le Pen, elle, son fief politique, on le rappelle, c'est Hénin-Beaumont dans la région Hauts-de-France. Quand la machine dépistage sature alors que la courbe des contaminations, comme celle des hospitalisations, ne cesse de grimper, se faire tester dans des délais raisonnables relève souvent du défi. Ouais, même quand on fait partie de la catégorie dite prioritaire, vous allez le voir avec Anne-Sophie Varmont qui est à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes devant ces files d'attente interminables devant les laboratoires. Oui, tout à fait. Regardez juste derrière moi cette file. Alors là, ce que vous voyez à l'image, c'est qu'une partie de la rue, mais il faut imaginer que ça va beaucoup plus loin. Il y a des dizaines de personnes qui sont là. C'est le cas de Nadia, avec qui j'ai parlé juste avant. Alors Nadia, vous êtes arrivée à 9h, 9h30 du matin pour vous faire tester. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est venu se faire tester parce qu'on a eu quelques symptômes, moi et mon mari. Le mal de gorge, les maux de tête, les courbatures, etc. On sait que c'est le changement climatique, mais avec le Covid, on ne sait plus si c'est une grippe normale ou c'est plutôt du Covid. Donc, par précaution pour notre entourage, nos enfants, et puis pour pouvoir continuer notre vie tranquillement, on est venu faire le test. Vous êtes parmi ces personnes prioritaires et pourtant, là, vous êtes obligé de faire la queue. Exactement. On est parti voir notre généraliste qui nous a prescrit le test du Covid, PCR. Et oui, si vous voulez, on est prioritaire, mais on n'a pas eu le choix que d'attendre toute la journée parce qu'il n'y a plus de disponibilité de rendez-vous sur les autres laboratoires, quoi. Merci beaucoup Nadia. Alors vous êtes chanceuse, vous êtes tout en haut de cette queue qui est très longue. Ce laboratoire, il est ouvert de 8h à 20h. Il fait exclusivement des tests PCR et des tests virologiques. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de monde. Nadia, elle est en début de file. Elle est arrivée à 9h du matin. Mais donc je vous le disais, ça va beaucoup plus loin. Donc les derniers, clairement, ils ne pourront pas passer le test aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont. Bonjour François Blanchecotte, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat national des biologistes. On l'a entendu à l'instant avec notre reporter. Nous-mêmes à la rédaction tout à l'heure, on a fait le test pour un laboratoire à Neuilly-sur-Seine. Le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines et demie, quelle que soit la raison, urgence ou pas. Ailleurs dans Paris, dans Paris pour le coup, c'est même début novembre. Comment vous expliquez ces délais invraisemblables pour se faire tester, puis pour obtenir les résultats ? Ils sont pas forcément invraisemblables, puisqu'aujourd'hui on a des milliers de gens qui viennent pour des raisons assez simples finalement, parce qu'on voit redémarrer cette épidémie partout. Beaucoup de gens sont inquiets, vous l'avez interrogé Nadia tout à l'heure, par précaution on fait un test PCR, mais aujourd'hui il y a beaucoup de rhinovirus qui circulent, beaucoup de maladies virales qui sont symptomatiques comme la Covid, et donc on voit beaucoup de gens inquiets qui viennent, c'est à peu près 1 personne sur 4. Dans ces tests-là, malgré le fait qu'ils aient une ordonnance et qu'ils soient entre guillemets classés prioritaires par quelques symptômes, on voit qu'il faut multiplier les centres de prélèvement. On ne pourra pas rester éternellement à la queue des laboratoires. Il faut qu'on ouvre d'autres centres, il faut qu'on multiplie les préleveurs et il faut qu'on puisse prendre beaucoup plus de gens. Donc ça passe. Et c'est une image assez parisienne quand même. Nous avons malgré cela quand même des villes ou des agglomérations où ça se passe mieux en province. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Il faut le reconnaître. Nous avons des dépistages qui nous arrivent pour toutes sortes de publics. Les écoles, les enfants qui sont positifs. Vous avez vu la doctrine de l'éducation nationale sur ce sujet. Nous avons aussi, évidemment, bien sûr, tous les gens qui sont en contact avec des cas positifs. Au départ, c'était que 7-8 personnes, mais les cas positifs se multipliant, nous avons un facteur des fois 10 de personnes à dépister par rapport à une personne positive. De fait, on le voit, la priorisation finalement n'existe pas vraiment encore. On l'a entendu même il y a encore quelques instants avec cette dame qui attendait de se faire tester à Neuilly-sur-Seine. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est assez compliqué finalement à comprendre que même si on met en route cette priorisation, on voit toujours ces situations aujourd'hui.
Moi, si vous voulez, la priorisation, elle doit être effectivement s'appuyer sur le diagnostic médical, que ça soit pas des ordonnances qu'on fait à tour de bras, mais que ça soit vraiment des gens qui sont orientés vers cette pathologie. Pour ça, je pense que les laboratoires doivent ouvrir des plages prioritaires dans lesquelles on prenne à la fois la patientèle pour la biologie courante et puis des plages sur lesquelles on prenne le Covid essentiellement. Là, se présente à ce laboratoire qui fait que des prélèvements Covid, évidemment, tous les gens qui veulent se faire prélever sans rendez-vous et ça devient extrêmement compliqué, vous vous en rendez compte. C'est pas si simple d'accueillir des milliers de gens en même temps dans certains endroits parce que il n'y a pas ni les locaux qui s'y prêtent, ni la possibilité peut-être de ces laboratoires d'ouvrir comme nous en province des centres municipaux, des centres d'accueil dans des gymnases dans lesquels nous prélevons beaucoup plus de gens et ça libère en fait nos espaces de laboratoire où nous pouvons accueillir les ordonnances vraiment urgentes, c'est-à-dire quand vous avez une opération chirurgicale, quand vous avez effectivement, quand vous êtes cas contact, tous ces gens-là, il faut les prendre en priorité. Si ça prend tant de temps aussi, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau des réassorts, entre guillemets, de produits, notamment des réactifs. C'est un problème qui est soluble, d'après vous, ou pas ? Alors, c'est soluble dans une certaine manière, c'est-à-dire que si les laboratoires continuent à s'équiper au bon rythme, on arrivera à en faire un peu plus. Par contre, il faut trouver certainement des méthodes dégradées. C'est ce que le gouvernement a produit dans son journal officiel aujourd'hui, c'est-à-dire que les ARS ont la possibilité d'organiser des dépistages massifs avec des tests antigéniques. Donc après, il faut voir de quelle manière... Que les tests PCR, avec ce long coton-tige qu'on met dans le nez, les tests antigéniques, sont-ils aussi fiables que les autres ? Non. Non, mais c'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander à un test qui a 100% de positivité comme le test PCR avec un test antigénique qui n'a pas forcément cette même sensibilité. C'est passer plus de monde plus vite, mais en dégradant effectivement la sensibilité. C'est un choix entre de la santé publique et du dépistage de masse. Ah oui, mais vous comprenez qu'on ait du mal à entendre vos propos. C'est un choix, certes, mais enfin, si on teste tout le monde pour que personne ne sache véritablement s'il a ou non le Covid parce que le test n'est pas fiable, ça sert à quoi ? Non, vous voulez tout et son contraire. Expliquez-moi comment on peut prendre des milliers de gens d'un seul coup dans des laboratoires. On n'a pas un nombre de laboratoires, on n'a que 4000 sites qui peuvent accueillir les patients. Donc, je vous dis, la solution, c'est de multiplier les sites, multiplier les préleveurs. Cette nuit, les masseurs kinésithérapeutes ont été autorisés à prélever. On est presque à 350 000 ou 400 000 personnes sur le territoire français autorisées à faire du nasopharynx. Maintenant, physiquement, quand on vous prélève et qu'on vous enregistre, ça demande du temps. Donc là, il faudrait multiplier les secrétariats, multiplier les préleveurs, et donc il faut ouvrir d'autres centres. Si vous voulez conserver la PCR, il faut multiplier cela. Si on veut faire du test de dépistage plus rapide, qui ne demande pas le temps que nous avons aujourd'hui, et bien dans ce cas-là, il faut prendre des méthodes plus rapides. Mais elles n'ont pas 100% de sensibilité. Ou alors, il faut que les fournisseurs nous donnent des méthodes qui sont ultra sensibles, ultra spécifiques à 100% des cas. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas ça sur le marché. Merci François Bloch-Cotte. Je rappelle, vous êtes président du syndicat national des biologistes. L'état d'esprit actuel des Français alors que le virus continue de circuler. Vous voyez ce sondage Elab pour BFM TV, l'inquiétude qui reste majoritaire même si elle baisse. Et surtout, près d'un sondé sur deux qui pense que le gouvernement ne prend pas assez de précautions. Jérémy Brossard, le gouvernement il va mollo. Sur les mesures contraignantes, il est laxiste, disent les Français. S'il en prenait davantage, on imagine que les critiques seraient que c'est liberticide. On est quand même un peuple éternellement insatisfait. Oui, il y a les mollos. Je pense qu'il faudrait poser la question aux habitants de Marseille et de Bordeaux. C'est une expression, bien sûr. On s'attendait parfois, peut-être par endroit, à des mesures bien plus coercitives. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'inquiétude grandit. Et de ce point de vue-là, il y a une demande, il y a une attente de la part de la population de protection et le sentiment, sans doute, qu'on n'en fait pas assez. C'est l'éternel dilemme, la ligne de crête sur laquelle essaye de marcher le gouvernement depuis le mois de mars, avec à la fois le risque de ne pas en faire assez, de ne pas freiner suffisamment la progression du virus et d'en faire trop à l'inverse. Dans le même sondage, les Français ils disent surtout on ne veut pas de reconfinement, par exemple. En fait, c'est très difficile de répondre effectivement à des demandes contradictoires de la population. En tout cas, au sein de l'exécutif, on insiste beaucoup sur la stratégie localisée, régionalisée pour la réponse. On l'a vu en début de semaine du côté de Marseille et de Bordeaux. Et puis on insiste aussi sur il faut vivre avec le
le virus. Et donc, il n'est pas question de reconfiner globalement. On a aujourd'hui des tests, on a aujourd'hui des masques, des tests, même si on le voit que dans la pratique, c'est difficile à mettre en place. Mais en tout cas, il faut vivre avec le virus. C'est clairement le mot d'ordre et adapter au mieux, région par région, secteur par secteur, comme si c'était de la dentelle, au cas par cas, les situations sur place. C'est ce qu'expliquera notamment le ministre de la Santé qui tiendra sa première grande conférence de presse hebdomadaire. Ce sera demain à 17h. Au-delà des tests, au-delà de tout cela, on s'intéresse aussi aux séquelles de ce Covid, un phénomène encore complexe à quantifier, à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que les personnes concernées, pour elles, c'est une galère au quotidien. On voit ça avec Aymeric Barraud. Ces malades du Covid au long terme sont souvent jeunes. Les premiers symptômes sont classiques, fièvre, maux de tête, mais persistants. En Grande-Bretagne où elle vit, Pauline Oustric doit être hospitalisée au bout de 3 semaines. 2 mois plus tard, cette femme de 27 ans est toujours très affaiblie. J'ai été rapatriée en fauteuil et en ambulance, donc j'étais pas en très bon état, alors que pourtant de base, je n'ai aucun problème de santé, je suis quelqu'un de très enthousiaste, de très sportif et très volontaire. Et là, je ne pouvais même plus me lever pour aller prendre un verre d'eau, m'occuper de moi toute seule, donc j'ai dû rentrer pour pouvoir être soignée en France et comprendre un peu pourquoi j'avais autant de symptômes divers et prolongés. Elle est alors prise en charge ici à l'hôpital Foch, dans un service dédié aux malades du Covid de longue durée. Aujourd'hui, elle souffre toujours d'une dysautonomie, une dérégulation du système nerveux. Je suis toujours pas guérie. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ça se voit pas, parce que beaucoup de gens disent elle a l'air bien, elle parle, alors pourquoi elle se plaint d'avoir des symptômes? Des nausées, des vertiges, je me sens pas bien, j'arrive plus à respirer, je désature aussi en oxygène. Donc des symptômes qui sont quand même très handicapants pour une jeune de 27 ans, parce que je peux plus vivre normalement une journée où je travaille et où je fais les choses de la maison, c'est plus possible. Des séquelles du Covid-19 plusieurs mois après, un phénomène encore difficile à prendre en charge selon le ministère de la Santé. Pour savoir comment organiser la réponse sanitaire et mieux encadrer et développer la recherche, parce que tant qu'on n'a pas de réponse, c'est compliqué de répondre, eh bien j'ai fait une saisine du Haut Conseil de santé publique et également une saisine du Conseil scientifique pour leur demander de m'indiquer les moyens d'avancer, de compiler l'ensemble des données publiées dans la recherche internationale et dans la littérature médicale en France et dans le reste du monde, de manière à d'abord comprendre. D'après les autorités sanitaires, quelques milliers de personnes en France seraient concernées. Céline Moncel, que sait-on actuellement des effets post-Covid ? Alors, on a identifié un certain nombre de ces symptômes persistants et on a identifié aussi le profil de ces patients qui ne guérissent pas. Il y a plusieurs études actuellement qui sont en cours. On peut déjà en citer une qui a été menée dès le printemps à l'Hôtel-Dieu à Paris sur 70 patients. Et voici donc les symptômes qui ont été observés. Presque les 3/4 observaient une fatigue extrême, 53% des douleurs thoraciques, 42% des maux de tête, 43% un essoufflement. Plus étonnant, plus de la moitié, 56% des troubles sensitifs comme des troubles de l'équilibre, des sensations de brûlure sur la peau, 37% enfin des troubles neurocognitifs, de la mémoire, de la concentration, voire de la désorientation. Ce sont soit des symptômes persistants, soit des symptômes qui avaient disparu et qui reviennent. C'est possible aussi. Et puis, il y a une autre étude que l'on peut citer qui est intéressante. Le CHU de Rennes, sur environ 300 patients, a montré que 44% d'entre eux présentaient encore des symptômes 6 semaines après l'infection. Ensuite, ce que l'on peut dire sur le profil des patients qui ne guérissent pas, eh bien, ce sont en majorité des femmes de 40 à 50 ans qui avaient attrapé une forme peu sévère de la maladie. Ce ne sont pas des patients qui sont passés par la réanimation. La plupart, même 90% dans l'étude de Rennes, ne sont même pas passés par la case de l'hôpital. Lorsqu'on leur fait un test PCR, il est négatif. Donc, en apparence, ils ne sont plus malades du Covid, malgré donc ces symptômes qui persistent. Ce profil ajouté donc à cette variété de symptômes rend leur suivi assez difficile. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des unités dédiées qui ont été créées, comme on l'a vu dans le reportage. Aujourd'hui, on ignore les raisons de ces formes persistantes du Covid. On traite seulement les symptômes, notamment à l'aide de la rééducation sportive. C'est ce qui marche le mieux visiblement pour l'instant. Alors attention, il faut rassurer quand même les gens qui nous écoutent. Ces cas de Covid long, ça représente moins d'1 cas sur 10 parmi l'ensemble des malades. Merci Céline pour ces précisions. Le procès à présent des attentats de janvier 2015, il continue. La Cour entend en ce moment même le gérant de l'imprimerie qui a été pris en otage par les frères Kouachi, puis ce sera au tour de son employé, resté caché 8h30 sous un évier jusqu'à sa libération par le GIGN. En revanche, le pompiste braqué par les terroristes pendant leur fuite n'a pas pu se déplacer. Son avocat explique pourquoi. Le jour du procès, comme vous le savez, Charlie Hebdo a pensé qu'il était utile de republier les caricatures et là il a revécu
ce braquage et il a pensé qu'il y avait peut-être une possibilité d'un nouvel attentat et il n'a pas pu pénétrer à l'intérieur du palais de justice. Je vous indique que depuis 5 ans, il ne peut plus rentrer dans une pièce, un magasin, un centre commercial. C'est quelque chose qu'il ne pourra peut-être plus jamais refaire. La chronique éco. Analysez l'éco et prenez les bonnes décisions avec EBP, solution de gestion et service cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. Pierre, on parle avec toi du transport aérien qui fait partie des secteurs les plus touchés par la crise actuelle, avec un chiffre qui en dit long sur l'état de santé des compagnies aériennes. Oui, alors quand on compare donc le nombre de passagers qui ont décollé ou atterri en France entre le 1er mars et le 31 août cette année et l'année dernière, effectivement, la chute est absolument sidérante, moins 81%. Ça fait 88 millions de passagers en moins. Et dit autrement, en tout cas en extrapolant, on peut dire que ces 6 derniers mois, les compagnies aériennes françaises ont vendu autour de 5 fois moins de billets qu'en temps normal, et qu'en plus les billets qu'elles vendent, eh bien, ce ne sont pas ceux qui rapportent le plus. Hein. Vous avez beaucoup d'avoirs, et puis vous avez aussi beaucoup moins de billets en business class, et encore, quand les billets sont vendus en business, eh bien, ils sont vendus beaucoup moins cher que par le passé, tout simplement parce que la clientèle affaires n'est toujours pas revenue. Et enfin, surtout, les passagers sont essentiellement français et, dans une moindre mesure, européens. Et Pierre, on a une idée de cette chute du trafic selon les destinations ? Oui, à Roissy et Orly, on va prendre cet exemple-là, en juillet, parce que les chiffres d'août doivent sortir ce soir, on les a pas encore, mais la tendance est la même, hein, de toute façon. La chute du trafic, donc, sur la France, c'est moins 55%, moins 76% sur l'Europe, mais autour de moins 95% sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie. C'est pas vraiment surprenant, puisqu'il y a quand même de nombreux pays qui imposent encore des conditions drastiques aux voyageurs qui voudraient accéder à leur territoire, et puis vous avez même des conditions assez compliquées pour les citoyens de ces pays qui voudraient venir en France. Et donc ça a un impact évidemment sur le chiffre d'affaires d'Air France notamment, mais aussi sur le tourisme, hein, parce que à Paris, je vais juste prendre cet autre chiffre qui est absolument phénoménal. En ce moment, à Paris, vous avez une tour Eiffel qui est quasiment désertée, avec 7 fois moins de visiteurs qu'en temps normal. C'est donc le moment mondial ? Oui, d'une certaine façon. Mais maintenant, la question pour les compagnies aériennes, c'est ça va durer combien de temps tout ça, quoi ? Avec en plus des incertitudes qui s'ajoutent, si je puis dire, parce que est-ce que l'arrivée des tests rapides, parce que les compagnies attendent vraiment avec impatience ces tests rapides. Est-ce que ça va permettre vraiment d'augmenter le trafic ? Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que vous avez beaucoup de passagers qui doivent annuler leur vol au dernier moment parce qu'ils n'ont pas un test de moins de 3 jours prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du Covid. Une autre incertitude, alors à plus long terme, c'est cette surtaxation du transport aérien. Une hausse de l'écotaxe qui est souhaitée par la Convention citoyenne sur le climat. Les compagnies aériennes françaises, vous en doutez, elles étaient déjà très contre avant la crise, mais là, il en va carrément de leur survie. Hein. Et il y a eu une étude très récente de la DGSC de l'impact que pourrait avoir cette écotaxe. Alors, elle rapporterait pas mal d'argent, hein, un peu plus de 4 milliards d'euros par an, à condition que le trafic revienne à un niveau plus normal. Mais ce coût énorme pour les compagnies les obligerait à réduire leurs effectifs. On estime, enfin c'est la DGAC qui l'estime, à 120 000, 150 000 emplois directs qui seraient supprimés. Et pour le moment, eh ben, c'est pas tranché. Hein. Est-ce qu'on va la garder, est-ce qu'on va pas la garder, cette hausse de l'écotaxe ? Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, est assez ferme sur le sujet. On peut quand même souhaiter que l'instauration de ce qui est quand même un nouvel impôt ne s'applique pas tant que les compagnies aériennes ne sont pas sorties de cette énorme zone de turbulence. Merci Pierre. Cette émission vous a été présentée par EBP, solution de gestion et service cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. 15h22, vous restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette nouvelle journée de procès pour les attentats de janvier 2015 à Paris et à Montrouge. La Cour qui entend notamment en ce moment le géant de l'imprimerie qui a été pris en otage, ainsi que son salarié resté caché pendant des heures. On en parle dans un instant avec Alexandra Gonzalez au Palais de Justice. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va ? Et toi ? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi ? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Franchement.
désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Volkswagen. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Ma femme, elle arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui dis que c'est pas vrai vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Bah choisissez Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. Et là, elle va vraiment être fière de vous. Et en ce moment, moins 20% sur votre abonnement pendant 1 an. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Avec les tirages Loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner 2 millions d'euros minimum. Tout en aidant à restaurer le patrimoine français. Alors bonne chance et merci. Mission Patrimoine, pour vous et pour l'histoire. Avoir une consommation plus responsable, ça peut paraître compliqué et pas facile de penser à tout. Pour rendre les choses un peu plus simples, Sun a développé une nouvelle génération de tablettes tout en un. Toujours 100% d'efficacité, maintenant avec 70% d'ingrédients d'origine naturelle. En vous rendant sur le site comgem.fr, vous pouvez calculer gratuitement votre IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Au-dessus de 25, c'est une situation de surpoids et au-dessus de 30, c'est une situation d'obésité. En fonction de votre situation, Comgem vous proposera alors des solutions adaptées. Sur le site, vous découvrirez également les menus qui composent le programme, pourquoi et comment ça marche, ainsi que les témoignages de centaines de personnes qui ont perdu du poids avec Comgem. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous gratuitement sur comgem.fr. Comgem.fr. Alors vous deux, comment ça se passe avec la carte de paiement PCS? Super, moi j'ai toujours gâté mes enfants et j'étais souvent dans le rouge. Mais avec la carte PCS, pas de découvert possible, je maîtrise mieux mon budget. Et toi Richard? Vous savez, ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne. Du coup, plus de carte bancaire. Maintenant, avec ma carte PCS rechargeable chez Buralisto en ligne, je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi. Mais c'est des super nouvelles tout ça. PCS, un compte, une carte, un RIB. Et maintenant avec l'appli PCS, c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Derrière les uniformes, sous les protections, il y a des vies engagées à nous protéger. Mais elles, qui les protège? Tego, assurer toutes les vies engagées. Prévoyance, santé, retraite, assurance. Avec Best Western Hotels and Resorts, des hôtels uniques partout en France pour voyager, se retrouver et s'évader.
Des conditions météo toujours très ensoleillées pour cet après-midi sur une large partie de la France. À noter simplement ce ciel un peu plus variable pour les régions centrales et de l'Est, avec éventuellement en deuxième partie d'après-midi une petite averse orageuse. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est le soleil qui va l'emporter. Les températures en légère baisse par rapport à hier, mais ça reste toujours bien au-dessus des valeurs de saison. La maximale pour Toulouse et pour Auxerre, 34 degrés, 32 à Paris, au Mans, 33 à Bordeaux, 30 degrés à Marseille. La température la moins élevée pour Brest, avec 24 degrés. Un voile de nuages va s'installer pour demain matin sur le sud-ouest. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies le long des frontières du nord-est. Partout ailleurs du grand soleil, et ce voile de nuages va gagner un peu de terrain dans l'après-midi le long de l'arc atlantique. À noter cette petite évolution orageuse pour les Alpes. Mais sinon, encore une fois, des conditions très ensoleillées. Les températures demain matin déjà très douces, comprises entre 11 degrés à Aurillac et 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, des températures en légère baisse sur le nord, mais elles repartent à la hausse dans le sud-ouest jusqu'à 35 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 33 pour La Rochelle, 34 à Lyon, 32 pour Nantes, 29 degrés à Paris et 22 degrés demain après-midi à Cherbourg. C'était la météo avec Best Western Hotels and Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Il est bientôt 15h30. Les titres à la une aujourd'hui, cette fin de cavale des frères Kouachi au cœur de la nouvelle journée de procès des attentats de janvier 2015. Des témoignages forts attendus cet après-midi, notamment celui du patron de l'imprimerie où les terroristes sont retranchés alors qu'il était pris en otage. Alexandra Gonzalez, au palais de justice de Paris. L'émotion à Béthune. Après l'annonce de Bridgestone, le fabricant de pneus veut fermer son usine du Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Le gouvernement dénonce une trahison de la confiance de l'État et de la région. Vous le vivez peut-être, 2-3 semaines d'attente avant de pouvoir vous faire tester, des files interminables devant les laboratoires. Que change concrètement cette priorisation des tests annoncée par Jean Castex? On en parle dans un instant. Et cette nouvelle journée de procès des attentats de janvier 2015, ce mercredi témoigne Michel Catalano, gérant de l'imprimerie de Seine-et-Marne où s'étaient retranchés les frères Kouachi, ainsi que son employé. Alexandra Gonzalez, l'ex-otage et son salarié restés cachés 8 heures sous un évier, racontent leur traumatisme cet après-midi, et c'est devant la cour d'assises spéciale de Paris. Oui, et pour l'instant, la parole est à Michel Catalano. Il a les mains agrippées à son pupitre devant lui, le regard accroché à un point fixe, et il semble revivre les scènes qu'il nous raconte. Ce jour-là, j'étais avec Lilian, mon employé. On était de bonne humeur car on avait prévu de fêter mon anniversaire le midi. Soudain, ça sonne à la porte. On était au premier étage, alors je vais voir par la baie vitrée qui est là. Et là, je vois un homme habillé en noir, armé d'une kalachnikov et d'un lance-roquette. Immédiatement, je comprends. Je me retourne vers Lilian et je lui dis « Lilian, les terroristes de Charlie sont là, coupe ton portable et cache-toi ». Michel Catalano raconte alors qu'il va à la rencontre des terroristes et qu'il va n'avoir qu'une obsession, que son jeune employé qui est caché sous un évier survive. Quand je marche à leur rencontre, je suis convaincue à ce moment-là que je vais mourir. Et cette sensation, je me bats encore contre elle aujourd'hui. Un huis clos va commencer dans cette imprimerie, un huis clos qui va durer de longues heures. À un moment donné, l'un des deux frères me demande si je suis juif. Je lui réponds que je suis français, d'origine italienne. Ça n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec sa question, mais c'est ce que je lui dis à ce moment-là. J'ai compris plus tard que si j'avais été juif, je ne serais plus là aujourd'hui pour vous en parler. Dans la salle, le silence qui a suivi cette phrase était palpable. Merci Alexandra, avec Hortense Gérard pour BFM TV. Un procès qui se tient alors que des fuites importantes, c'est le moins que l'on puisse dire, ont été observées au tribunal judiciaire de Paris tout à l'heure. Des images notamment de l'avocate Caroline Mécari qu'elle a posté sur les réseaux sociaux, ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs niveaux de ce bâtiment qui est récent. Il est situé dans le 17e arrondissement. Il est ouvert il y a seulement 2 ans. L'actualité économique et ses 863 emplois menacés dans l'usine Bridgestone de Béthune dans le Nord. L'annonce de la fermeture par le géant du pneu est jugée brutale par Bercy ainsi que par le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui rencontre en ce moment même les salariés. D'ailleurs, on écoute l'un de ses employés. L'état d'esprit, du dégoût, parce qu'on a une direction qui s'est pas battue pour qu'on ait des pneus. Je pense aussi aux autres entreprises concurrentes de nous, Goodyear, ce qui s'est passé précédemment. Dernièrement, vu comment nous on tournait production, on savait qu'il allait se passer quelque chose, mais on pensait qu'il y aurait eu un remaniement au niveau des équipes, passer 3 équipes au lieu de 5.
Voilà, s'il y avait des départs volontaires pour les pré-retraites, les trucs comme ça. Mais là, quand on nous annonce les choses comme ça, on se dit on se fout de nous, quoi. Mais on était dans le flou, les trucs comme ça met la haine quand même, parce qu'on a tous une famille, une maison à payer, comme voilà, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, avec la crise sanitaire et tout, c'est peut-être assez compliqué, quoi. Et cette annonce brutale, elle s'est invitée au Conseil des ministres ce matin. C'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone en aidant l'usine depuis des années. Bridgestone doit aujourd'hui assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des prétextes. Notre seule priorité, c'est la sauvegarde de l'emploi et l'accompagnement des salariés. Nous allons donc réunir dans les prochains jours les représentants du personnel et les élus du territoire. Nous allons exiger de Bridgestone de faire son travail et de mener une étude approfondie des scénarios alternatifs de fermeture de l'usine, compte tenu des moyens qui sont mis en place dans le plan de relance. De quels moyens dispose l'État ? Alors, dans quelle mesure, Anne-Sora Dubois, l'État a aidé depuis plusieurs années maintenant cette entreprise Bridgestone? C'est ce qu'on vient d'entendre dans les mots de Gabriel Attal. Alors, en réalité, dans les mois qui viennent de se produire, d'abord, cette entreprise, ce site en tout cas de Bridgestone dans les Hauts-de-France a bénéficié notamment des mécanismes de chômage partiel, effectivement, pour maintenir l'emploi au sein du site, d'abord. Ensuite, ça fait plusieurs années, et ça, de sources gouvernementales, on nous le dit depuis ce matin, depuis que l'annonce du plan social a été faite, que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que ce site effectivement est menacé. D'ailleurs, Xavier Bertrand l'a relayé à de nombreuses reprises auprès du gouvernement, et que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que l'État propose des solutions alternatives à Bridgestone. Donc en gros, en substance, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a proposé un panel de dispositifs pour tenter d'investir dans le site, pour tenter de moderniser le site, pour tenter de garder les emplois. Et non seulement l'entreprise n'a pas accepté ces dispositifs, mais même elle les a balayés d'un revers de main. En clair, elle n'a pas joué le jeu. Voilà ce qu'on nous dit de façon claire et nette. On nous dit, cette entreprise n'a pas donné sa chance à ce site. Aucune coopération de la part de Bridgestone. Et au-delà des mots, est-ce qu'aujourd'hui l'État dispose de moyens de pression sur Bridgestone ? Évidemment, c'est toute la grande question. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que Bridgestone, évidemment, parce que l'État, il a évidemment en tête le possible exemple que pourrait produire effectivement ce site de Bridgestone, parce qu'évidemment la crainte, c'est qu'il y ait une cascade en série effectivement de plans de licenciement sur fond des suites du Covid. Alors ça n'a pas été dit exactement comme ça dans la bouche de Gabriel Attal, mais tout de même il l'a un tout petit peu sous-entendu ce matin. Il a utilisé le mot de prétexte, sous-entendu. Il ne faut pas qu'il y ait l'effet d'aubaine, c'est-à-dire il y a eu la crise du Covid, on en profite pour écrémer largement la masse salariale, voire dans ce cas précis, pour licencier tout le monde. L'autre crainte, évidemment, de l'exécutif, c'est qu'il y a quand même un plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été dégainé au début de cette rentrée. Quelle crédibilité aurait ce plan de relance si, à la fin, les entreprises ne veulent pas jouer le jeu? Pour répondre à votre question, à ce stade, aujourd'hui, il n'y a pas de réelles mesures qui peuvent contraindre les entreprises à jouer le jeu. La seule chose que l'on peut leur demander, c'est des mesures de rétorsion, voire de rembourser les mesures de chômage partiel dont elles ont bénéficié. En revanche, leur interdire, malheureusement, de tels plans de licenciement, à ce stade, il n'est pas sûr que l'État français ait la capacité réellement de l'interdire, encore une fois. Merci Anne-Sora Dubois. On retournera évidemment du côté de Béthune tout à l'heure à la sortie de Xavier Bertrand, donc, qui rencontre actuellement les salariés de Bridgestone. Bientôt une priorisation des tests Covid à certaines catégories de personnes. Jean Castex l'a annoncé vendredi pour réduire les délais de dépistage et de résultats. En attendant, il faut ruser, vous l'avez peut-être vécu, pour trouver des laboratoires qui continuent d'accueillir tout le monde sans rendez-vous et parfois être très patient, comme ici dans le 8e arrondissement de Paris. Je pense qu'il y en a peu de laboratoires qui offrent ce résultat sous 24 heures. C'est quasiment impossible. J'ai essayé hier pendant 2 heures hier matin et il fallait prendre des rendez-vous et pas avant début octobre. Donc c'est le seul que l'on m'ait recommandé pour venir librement mais matinalement. Bonjour Violette Bonnebat, merci. Vous êtes correspondante de BFM TV en Allemagne. Est-ce que chez vous l'organisation est plus efficace en termes de dépistage ? Eh bien, l'organisation est assez bien rodée puisque on teste déjà massivement, quasiment depuis le début de l'épidémie. Il n'y a pas de problème de file d'attente ici car il y a assez de lieux de dépistage. Il y a de nombreux centres de tests Covid, il y a des laboratoires et les médecins généralistes peuvent faire également les prélèvements. En revanche, là où ça coince un peu, c'est pour les résultats. En règle générale, c'est 24 à 48 heures, mais dans certains endroits,
Les laboratoires sont débordés. Là, il faut attendre jusqu'à 5 jours. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que l'Allemagne, comme la France, est confrontée à la pénurie mondiale de réactifs et de matériel pour analyser les prélèvements. Et puis ensuite, eh bien, parce que les voyageurs qui reviennent de l'étranger peuvent tous se faire tester gratuitement ici. Autant dire que ça fait beaucoup de monde. Et en plus, ce n'est pas forcément si pertinent selon les médecins. C'est pour ces deux raisons que les règles viennent tout juste de changer. Désormais, fini les tests gratuits pour les voyageurs. L'Allemagne préfère, au lieu, la priorité en fait, ce n'est plus de détecter un maximum de cas. La priorité, c'est de détecter les clusters avec une politique de dépistage beaucoup plus ciblée, effectivement, ciblée sur les personnes qui présentent des symptômes, auprès des cas contacts également, et puis des milieux à risque, le milieu médical, le milieu des EHPAD et puis dans les écoles. Merci Violette Bonba. Non à la 5G, non au sapin mort comme arbre de Noël, comme par exemple à Bordeaux. En séance de dédicace de son dernier essai lors du Forum de la Ville à Paris ce matin, Nicolas Sarkozy, vous allez voir, n'a pas été très tendre à l'égard des dernières déclarations des écologistes. Jamais j'aurais imaginé qu'on attaquerait ces gens-là, qu'on les mépriserait en les traitant de pollueurs et de machistes. C'est ça la régression. Moi, quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère, j'attendais ce jour pratiquement toute l'année, on allait choisir le sapin. Parce que c'était tellement important pour moi. J'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait du mal à l'humanité. Mais il faut s'adapter, mon vieux. Ça vous paraît être le signe de quoi? Ça me fait du bien de plus être dans la politique, hein, parce que franchement... Allez, restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette annonce qui crée l'émotion, suscite la colère aussi à Béthune dans le Pas-de-Calais. Bridgestone, le fabricant de pneus, qui veut fermer son usine là-bas. 863 salariés seraient sur le carreau. À tout de suite. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là, hein. C'était une vie qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire? Je vais tout casser. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Il est fascinant de voir ce qui arrive quand vous regardez le moindre élément, non comme un détail, mais comme un tout. Et si chaque élément est tout simplement parfait, imaginez alors vos possibilités lorsque vous les réunissez. Le Dell XPS. En club, en extérieur ou en ligne, respirez. Nos coachs sont là pour vous inspirer. L'appart fitness, Coach Your Life. Gratuit jusqu'au 1er novembre, sans engagement. La cité médiévale de Rocamadour, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte.
Réunion, l'île intense. Vous avez un projet de crédit immobilier? Grâce au contrat de garantie CAFPI, obtenez votre avis de faisabilité et évaluez votre capacité d'emprunt sur cafpi.fr. C'est gratuit, simple et immédiat. Donnez vie à vos projets en agence et sur cafpi.fr. CAFPI, expert en crédit. On ne devient pas forcément quelqu'un en respectant les schémas établis. On le devient quand on est libre. Libre d'apprendre quand on veut, où on veut. Libre de se former grâce à des technologies de pointe et un accompagnement personnalisé. On devient quelqu'un quand on est libre de le devenir et que l'on peut compter sur une école d'excellence. ENACO, première école de commerce à distance de France. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Sur laposte.fr, je prépare ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyez votre lettre recommandée sans vous déplacer avec laposte.fr. C'est la rentrée. Pendant mes jours fibres, la fibre de SFR est à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090. SFR, enjoy. Marquez votre différence avec la nouvelle Swift Hybrid à partir de 129 € par mois. Vous avez le droit d'ignorer Madame Zorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit d'analyser et d'optimiser votre retraite avec un expert. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. 15h46, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une aujourd'hui, l'émotion à Béthune après l'annonce de Bridgestone. Le fabricant de pneus veut fermer son usine du Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Le gouvernement dénonce, je cite, une trahison de la confiance de l'État et de la région. 1 million de tests par semaine, l'objectif est atteint certes, sauf que faut voir les conditions. Il y a toujours actuellement de très longues files d'attente, principalement dans les grandes villes, notamment Paris bien sûr. Et puis ensuite c'est un peu le calvaire pour obtenir les résultats, parfois une semaine d'attente, sachant que le gouvernement affiche un objectif de priorisation pour certaines catégories de patients. Et la pilule est dure à avaler pour ces 863 salariés de l'usine Bridgestone de Béthune dans le Nord. Face à la concurrence trop forte, le géant japonais du pneu a annoncé sa volonté de fermer l'établissement qu'il juge en surcapacité. Les réactions forcément des syndicats ne se sont pas fait attendre et pas vraiment surpris, vous allez le voir. On s'y attendait plus ou moins, mais pas de cette façon. On pensait plus à une restructuration. On parlait beaucoup des 5 équipes. Il y avait une équipe qui était affaiblie, donc on pensait, voilà, honnêtement, je pensais pas en arriver là, à une suppression pure et simple de l'usine de Bridgestone Béthune, qui est là depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, on peut pas bâtir un pneumatique de 19 ou 20 pouces, parce que physiquement, on n'a pas les machines pour le faire, tout simplement. Donc aujourd'hui, clairement, c'est fermeture et premier licenciement le 1er avril. Alors que le gouvernement veut prioriser le dépistage Covid, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous, pour faire un test, puis pour obtenir les résultats ne raccourcissent pas, bien au contraire. Parfois, c'est plus d'1 mois d'attente. Blandine Dalena, Nicolas Droussy et Caroline Laillac. Ils ont dû mettre leur réveil très tôt pour espérer se faire dépister. Certains patientent depuis 4h30 du matin. Pourtant, dans la file d'attente de ce laboratoire, une majorité de personnes prioritaires. On avait un cas contact
dans notre bureau. Et du coup, on est venu pour avoir des tests rapidement et se rassurer et rassurer les collègues. J'ai eu un épisode fiévreux ce week-end et le médecin, par obligation, m'a demandé de venir passer un test PCR. Ce laboratoire ne peut réaliser que 200 tests par jour. Être prioritaire ne vous assure donc pas d'être pris en charge. On est obligé de faire la queue, il faut venir à 5h du matin, on fait comment avec des enfants en fait? Il n'y a rien d'organisé, rien. Dans ce laboratoire bordelais, même capacité d'accueil mais aucune file d'attente. Car ici, les rendez-vous doivent être pris à l'avance. On a mis en place une nouvelle application sur Internet qui permet de prendre rendez-vous via Internet comme Doctolib un petit peu. Vous allez pouvoir mettre l'indication de votre test PCR et ce qui va vous prioriser sur le rendez-vous. Mais une fois le test effectué, l'attente des résultats peut être encore longue, parfois plus d'une semaine. Même si ces résultats sont eux aussi priorisés, les laboratoires restent débordés. Nos capacités analytiques sont dépassées, on n'a pas assez de machines. Les fournisseurs n'arrivent plus à nous fournir suffisamment rapidement en termes de réactifs, pas tous. Donc on a de nombreux laboratoires en pénurie, voire en rupture de réactifs. Et évidemment, on essaie de recruter, mais notre personnel est limité aussi. Ils sont déjà sur les rotules, donc on leur a demandé de faire 3 fois plus. C'est très 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 compliqué. Donc la priorisation ne règle absolument pas le problème parce que nos secrétaires elles sont déjà débordés. Pour le biologiste, il faut aller plus loin que cette priorisation en testant uniquement les cas contacts et symptomatiques. Le but, diviser par 2 le million de tests effectués par semaine pour désengorger les laboratoires. Culturez-vous. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Et on parle de cinéma aujourd'hui. Antoinette, dans les Cévennes, sort en salle ce mercredi une comédie qui nous garantit de bons moments de rire. Et on en a bien besoin en ce moment. Retour sur ce tournage au Grand Air et au milieu des ânes avec Claire Fleury et Nicolas Béard. Dépaysement garanti. Pendant 5 semaines, l'équipe a posé ses caméras dans les Cévennes. C'est beau, mais ça se mérite. C'est vrai, c'est des routes très sinueuses. Et on avait une chef électro en particulier qui arrivait verte tous les matins sur le tournage. Les petites nausées d'arriver, quoi. C'est 6 heures pour y aller. Et justement, le film joue sur le choc des cultures. Antoinette, citadine un brin fofolle, traque son amant dans la montagne. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. Un périple loin de tout repos pour l'accompagner un âne. Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Patrick, la star masculine du film. C'est mon Marlon Brando. Allez. Pour le jouer, ils étaient 2, Pedro le survolté, en charge des cascades et... Oh, Yazoo! Plus calme. Les 2 ont été maquillés pour qu'ils ne fassent qu'un. Pedro a pas mal de pommures, donc des reflets dans sa couleur, et Yazoo est un croix de Saint-André, donc il a une marque à l'épaule. Donc il fallait foncer un petit peu les 2. Un peu de trucage donc, mais aucun en revanche concernant les liens qui se sont noués. Dernier plan de Yazoo, comme avec les acteurs, on applaudit. Et là, j'étais en short, il s'est mis à me lécher la cuisse, à me lécher le bras, mais il m'avait jamais fait ça. Donc moi, évidemment, je me suis mise à pleurer. C'est vrai qu'il y a de quoi s'attacher. Vous aussi, vous pourriez avoir envie de le suivre. Partout. C'était votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. La météo. La météo avec Best Western Hotels and Resorts. Des hôtels uniques partout en France pour voyager, se retrouver et s'évader. Toujours ce grand soleil sur la capitale et ces températures qui restent plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Le soleil également qui brille dans le département de l'Oise. C'est le cas ici à Chantilly avec là aussi des températures beaucoup trop élevées pour une mi-septembre. Les températures d'ailleurs qui vont rester élevées pour ces prochaines heures. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on a toujours cette dépression au large du Portugal et de par sa position, elle fait remonter de l'air très chaud en provenance du Maghreb avec des conditions encore une fois très ensoleillées pour ce jeudi matin. Légèrement
léger voile pour les régions du sud-ouest. Quelques nuages qui vont déborder le long des frontières du nord-est, mais dans l'après-midi. Donc vous le voyez, le soleil va l'emporter sur la plupart des régions. Ce voile de nuages gagnera les régions proches de l'Atlantique. Et puis à noter également une petite averse orageuse. C'est classique en été sur les Alpes ou encore sur la montagne corse. Les températures, des températures toujours très élevées, jusqu'à 21 degrés au petit matin pour Nice, 18 à Paris, même température pour La Rochelle, 11 degrés pour Aurillac. Et dans l'après-midi, les températures repartent à la hausse sur la partie sud, jusqu'à 35 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 29 degrés à Paris et 32 degrés prévus pour Nantes. Des températures qui sont beaucoup trop élevées pour la saison. La preuve, par exemple, ici à Lyon, dans le département du Rhône, normalement, nous devrions avoir une température de 23 degrés au mois de septembre. Regardez les températures prévues pour ces prochains jours, avec pas moins de 33 degrés donc attendus pour jeudi, même température pour vendredi, petite baisse pour samedi et sans doute quelques averses orageuses pour dimanche. Mais vous le voyez, malgré la baisse des températures attendues ce week-end, les valeurs resteront toujours bien trop élevées pour la saison. On revient au niveau national avec ces conditions donc qui s'annoncent très ensoleillées pour vendredi. Toujours ce voile de nuages sur les régions du sud-ouest. Petite averse orageuse attendue pour les Pyrénées. Température toujours très élevée. Samedi, ces averses orageuses vont gagner les régions de l'ouest. À noter également ces pluies orageuses sur le Languedoc et sur les Cévennes. D'ailleurs, ces pluies orageuses devraient concerner le pourtour méditerranéen pour dimanche. Ailleurs, un temps assez lourd et des températures toujours élevées pour la saison. C'était la météo avec Best Western Hotels and Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Certains soignants ont pris tous les risques pour sauver des vies. Je n'arrêtais pas de tomber, tout était ensanglanté, les gens criaient dehors. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province. Je ne suis pas devin, je suis un praticien. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Découvrez le nouveau SUV Peugeot i2008 100% électrique à partir de 199 € par mois. Pour la voiture électrique, j'ai pas encore tranché. Mais pour faire installer ma borne de recharge, j'ai pas hésité. C'est easy. Ah bah oui, ça c'est sûr, toi c'est easy. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Michael Schumacher en quête de vérité, ce soir à 21h05 sur RMC Story. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que des jumeaux ou quoi? Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Voici du beurre doux. Mais surtout du beurre doux extra fin U au lait 100% français au prix bloqué de 1,75 € la plaquette de 250 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Chaque mois, Indeed publie plus de 400 000 offres d'emploi dans toute la France. Vous entrez dans la vie active, recherchez le poste de vos rêves ou souhaitez simplement faire évoluer votre carrière? Rendez-vous sur Indeed pour trouver l'offre qui vous correspond. Les routes sont multiples, mais les sensations uniques au volant du Lexus UX hybride. Profitez de l'expérience Lexus pour seulement 299 € par mois, entretien inclus. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. La rentrée, c'est le bon moment pour redémarrer. Prendre un nouveau départ. Trouvons ensemble les meilleures solutions pour y arriver. Chez Sofinco, profitez d'un taux à 0,5%. Et parce que vous accompagnez, c'est aussi vous protéger, la garantie pouvoir d'achat vous est offerte. Aujourd'hui, plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005. Sofinco, Smart Money, Smart Life.
Constipation occasionnelle? Choisissez une solution rapide et prévisible. Microlax agit en 5 à 20 minutes. Microlax, rapide et efficace. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Biogarant présente Madame Allons-y. Madame Allons-y a toujours aimé faire du sport. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Mais à présent, elle doit suivre un traitement contre le cancer. Alors pour elle, Biogarant a conçu des conseils pour pratiquer une activité physique adaptée. Consultable sur mieuxdansmesbasketscontrelecâncer.fr et disponible en pharmacie. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Histoire de dingue. J'étais au feu et là, il y a une camionnette qui me rentre dedans. Ça part en filature, sauf que arrivé sur le viaduc, ma bagnole dérape. Les mecs m'ont pas lâché. C'était un cartel de 3, non ils étaient 4 Mexicains. J'ai flippé. Le problème quand on est bien assuré, c'est qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, un conseiller vous est personnellement dédié. Alors vous deux, comment ça se passe avec la carte de paiement PCS? Super, moi j'ai toujours gâté mes enfants et j'étais souvent dans le rouge. Mais avec la carte PCS, pas de découvert possible, je maîtrise mieux mon budget. Et toi Richard? Vous savez, ma femme trouvait que je surfais un peu trop en ligne. Du coup, plus de carte bancaire. Maintenant, avec ma carte PCS rechargeable chez Buralisto en ligne, je n'ai plus de lien avec mon compte bancaire et mes dépenses ne regardent que moi. Mais c'est des super nouvelles tout ça. PCS, un compte, une carte, un RIB. Et maintenant avec l'appli PCS, c'est hyper simple de créer son compte et d'obtenir un RIB. À la une à 16h, l'émotion, la colère aussi à Béthune. Après l'annonce de Bridgestone, le fabricant de pneus veut fermer son usine du Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Le gouvernement dénonce une trahison de la confiance de l'État et de la région. Plus d'1 million de tests par semaine, objectif donc atteint par le gouvernement, mais face à des files toujours plus longues devant les laboratoires ou des semaines de délai pour obtenir un rendez-vous, l'exécutif espère obtenir des résultats avec cette priorisation donnée à certains publics. Et puis le procès des attentats de janvier 2015, en ce moment c'est le patron de l'imprimerie dans laquelle s'étaient retranchés les frères Kouachi qui est entendu, témoignage qui était très attendu. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais évidemment, c'est accueilli très durement. Le fabricant japonais de pneus Bridgestone envisage de se séparer d'une partie de ses salariés via la fermeture de l'usine de Béthune dans le Pas-de-Calais qui emploie actuellement 863 personnes. Le choc est énorme. Les détails de Lionel Top là-bas. Le coup de massue est tombé ce matin lors du comité social et économique organisé ici sur le site de l'usine Bridgestone de Béthune, la seule usine du groupe située en France. La direction a donc annoncé au syndicat la cessation totale et définitive de la production courant 2021, jugeant cette usine comme étant la moins rentable d'Europe. Vous l'imaginez, les salariés sont abasourdis, en colère aussi. Ils dénoncent les sous-investissements de la direction sur cette usine de Béthune, des sous-investissements qui ont conduit à la situation actuelle. Écoutez ce qu'en dit ce responsable syndical au micro de Vincent Vieillard. On s'y attendait plus ou moins, mais pas de cette façon. On pensait plus à une restructuration. On parlait beaucoup des 5 équipes. Il y avait une équipe qui était affaiblie. Donc on pensait, voilà, honnêtement, je ne pensais pas en arriver là à une suppression pure et simple de l'usine de Bridgestone Béthune qui est là depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, on peut pas bâtir un pneumatique de 19 ou 20 pouces parce que physiquement, on n'a pas les machines pour le faire, tout simplement. Donc aujourd'hui, clairement, c'est fermeture et premier licenciement le 1er avril. Stupeur et colère aussi du côté des politiques. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le gouvernement ont publié un communiqué commun en milieu de matinée pour dénoncer la brutalité, la pertinence et les fondements de cette annonce. Le porte-parole du gouvernement qualifie d'ailleurs cette fermeture de trahison de la part du groupe japonais. Une réunion a lieu d'ailleurs en ce moment sur le site de cette usine en présence de Xavier Bertrand et des responsables syndicaux. En attendant la prise de parole de Xavier Bertrand dans un tout petit instant, Gaëtane Mélin, est-ce qu'on peut rappeler la situation économique de Bridgestone à Béthune? Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce site, en fait, est positionné sur un marché en déclin en Europe. 2 chiffres importants. En 2018, sur ce site, eh bien, on produisait 18 000 pneus par jour. Fin 2019, on n'en produisait plus que 9 000, soit 2 fois moins. Et puis, il y a effectivement des difficultés qui concernent principalement ce site de Bridgestone, avec notamment, eh bien, le groupe qui
a sous-investi sur ce site français. Il a également spécialisé ce site sur des pneus de petite dimension qui sont aujourd'hui à très faible valeur ajoutée. Et puis enfin, le dernier point négatif qui est lié à ce site de Béthune, c'est la dégradation du climat social. L'an dernier, la direction du groupe a proposé aux organisations syndicales de signer un accord de compétitivité qui aurait permis au groupe de compenser cette perte de productivité. Et à 60%, les organisations syndicales ont refusé cet accord de compétitivité. Le maire de Béthune qui disait que la menace de fermeture, elle ne datait pas d'hier, mais bien depuis 2015. Alors cette annonce à Béthune, elle intervient dans le contexte du plan de relance du gouvernement et de ses 100 milliards. Est-ce qu'il y a des mesures pour ce type d'entreprise? Alors ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce site de Béthune n'a pas bénéficié du prêt garanti de l'emploi pendant cette période du confinement et après d'ailleurs. En revanche, il y a bien eu des mesures d'activité partielle, mais on précisera que ces mesures d'activité partielle, elles n'ont pas bénéficié à l'entreprise elle-même, mais bien aux salariés qui ont continué à percevoir un salaire tout en restant, tout en ne travaillant pas. En revanche, effectivement, ce site aurait pu bénéficier du plan de relance de France Relance qui a été annoncé ces dernières semaines, puisqu'il prévoit la modernisation des sites industriels. Mais on voit très clairement que la direction de Bridgestone n'est pas du tout dans cet état ne souhaite pas finalement moderniser son site. Il veut tout simplement le fermer et en finir avec ses plus de 800 salariés. Merci Gaëtane Mérin pour ces détails. Et cette situation, forcément, elle fait réagir de nombreuses personnalités politiques de tous bords. Regardez sur les réseaux sociaux ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Il a écrit, s'adressant au président de la République, Macron, relocalisation, point d'interrogation. La désindustrialisation continue. Bridgestone a reçu des aides de l'État pendant le confinement. Macron laisse licencier et favorise ses usines hors de la France. La planification, c'est urgent. Fin de citation. Et puis Marine Le Pen qui estime que le Covid ne doit être ni un paravent ni un prétexte à la crise économique. Ici, écrit-elle, c'est bien au nom de la compétitivité que nos salariés sont sacrifiés. Fermez les guillemets. Santé, et quand la machine dépistage sature, voici ce que ça donne, cette courbe de contamination comme celle des hospitalisations qui ne cesse de grimper. Alors se faire tester dans des délais convenables relève souvent du véritable défi, même quand on fait partie de la catégorie dite prioritaire. On retrouve Anne-Sophie Vermont à Neuilly-sur-Seine où les files d'attente devant les laboratoires restent interminables. Regardez juste derrière moi cette file. Alors là, ce que vous voyez à l'image, c'est qu'une partie de la rue, mais il faut imaginer que ça va beaucoup plus loin. Il y a des dizaines de personnes qui sont là. C'est le cas de Nadia, avec qui j'ai parlé juste avant. Alors Nadia, vous êtes arrivée à 9h, 9h30 du matin pour vous faire tester. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est venu se faire tester parce qu'on a eu quelques symptômes, moi et mon mari. Le mal de gorge, les maux de tête, les courbatures, etc. On sait que c'est le changement climatique, mais avec le Covid, on ne sait plus si c'est une grippe normale ou c'est plutôt du Covid. Donc, par précaution pour notre entourage, nos enfants, et puis pour pouvoir continuer notre vie tranquillement, on est venu faire le test. Vous êtes parmi ces personnes prioritaires et pourtant, là, vous êtes obligé de faire la queue. Exactement. On est parti voir notre généraliste qui nous a prescrit le test du Covid, PCR. Et oui, si vous voulez, on est prioritaire, mais on n'a pas eu le choix que d'attendre toute la journée parce qu'il n'y a plus de disponibilité de rendez-vous sur les autres laboratoires. Merci beaucoup Nadia. Alors vous êtes chanceuse, vous êtes tout en haut de cette queue qui est très longue. Ce laboratoire, il est ouvert de 8h à 20h. Il fait exclusivement des tests PCR et des tests virologiques. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de monde. Nadia, elle est en début de file. Elle est arrivée à 9h du matin. Mais donc je vous le disais, ça va beaucoup plus loin. Donc les derniers, clairement, ils ne pourront pas passer le test aujourd'hui. Et comment expliquer alors ces délais parfois invraisemblables? Le docteur François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes, a tenté de répondre à cette question tout à l'heure. Ils ne sont pas forcément invraisemblables puisqu'aujourd'hui on a des milliers de gens qui viennent pour des raisons assez simples finalement parce qu'on voit redémarrer cette épidémie partout. Beaucoup de gens sont inquiets, vous l'avez interrogé Nadia tout à l'heure, par précaution on fait un test PCR, mais aujourd'hui il y a beaucoup de rhinovirus qui circulent, beaucoup de maladies virales qui sont symptomatiques comme la Covid et donc on voit beaucoup de gens inquiets qui viennent, c'est à peu près 1 personne sur 4. Dans ces tests-là, malgré le fait qu'ils aient une ordonnance et qu'ils soient entre guillemets classés prioritaires par quelques symptômes, on voit qu'il faut multiplier
multiplier les centres de prélèvement. On ne pourra pas rester éternellement à la queue des laboratoires. Il faut qu'on ouvre d'autres centres, il faut qu'on multiplie les préleveurs et il faut qu'on puisse prendre beaucoup plus de gens. Donc ça passe. Et c'est une image assez parisienne quand même. Nous avons malgré cela quand même des villes ou des agglomérations où ça se passe mieux en province. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Il faut le reconnaître. Nous avons des dépistages qui nous arrivent pour toutes sortes de publics. Les écoles, les enfants qui sont positifs. Vous avez vu la doctrine de l'éducation nationale sur ce sujet. Nous avons aussi, évidemment, bien sûr, tous les gens qui sont en contact avec des cas positifs. Au départ, c'était que 7-8 personnes, mais les cas positifs se multipliant, nous avons un facteur des fois 10 de personnes à dépister par rapport à une personne positive. De fait, on le voit, la priorisation finalement n'existe pas vraiment encore. On l'a entendu même il y a encore quelques instants avec cette dame qui attendait de se faire tester à Neuilly-sur-Seine. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est assez compliqué finalement à comprendre que même si on met en route cette priorisation, on voit toujours ces situations aujourd'hui. Moi, si vous voulez, la priorisation, elle doit être effectivement s'appuyer sur le diagnostic médical, que ça soit pas des ordonnances qu'on fait à tour de bras, mais que ça soit vraiment des gens qui sont orientés vers cette pathologie. Pour ça, je pense que les laboratoires doivent ouvrir des plages prioritaires dans lesquelles on prenne à la fois la patientèle pour la biologie courante et puis des plages sur lesquelles on prenne le Covid essentiellement. Là, se présente à ce laboratoire qui fait que des prélèvements Covid, évidemment, tous les gens qui veulent se faire prélever sans rendez-vous et ça devient extrêmement compliqué, vous vous en rendez compte. C'est pas si simple d'accueillir des milliers de gens en même temps dans certains endroits parce que il n'y a pas ni les locaux qui s'y prêtent, ni la possibilité peut-être de ces laboratoires d'ouvrir comme nous en province des centres municipaux, des centres d'accueil dans des gymnases dans lesquels nous prélevons beaucoup plus de gens et ça libère en fait nos espaces de laboratoire où nous pouvons accueillir les ordonnances vraiment urgentes, c'est-à-dire quand vous avez une opération chirurgicale, quand vous avez effectivement, quand vous êtes cas contact, tous ces gens-là, il faut les prendre en priorité. Si ça prend tant de temps aussi, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau des réassorts, entre guillemets, de produits, notamment des réactifs. C'est un problème qui est soluble, d'après vous, ou pas ? Alors, c'est soluble dans une certaine manière, c'est-à-dire que si les laboratoires continuent à s'équiper au bon rythme, on arrivera à en faire un peu plus. Par contre, il faut trouver certainement des méthodes dégradées. C'est ce que le gouvernement a produit dans son journal officiel aujourd'hui, c'est-à-dire que les ARS ont la possibilité d'organiser des dépistages massifs avec des tests antigéniques. Donc mais après, il faut voir de quelle manière... Que les tests PCR, avec ce long ton-tige qu'on met dans le nez, les tests antigéniques, sont-ils aussi fiables que les autres ? Non. Non, mais c'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander à un test qui a 100% de positivité comme le test PCR avec un test antigénique qui n'a pas forcément cette même sensibilité. C'est passer plus de monde plus vite, mais en dégradant effectivement la sensibilité. C'est un choix entre de la santé publique et du dépistage de masse. Ah oui, mais vous comprenez qu'on ait du mal à entendre vos propos. C'est un choix, certes, mais enfin, si on teste tout le monde pour que personne ne sache véritablement s'il a ou non le Covid parce que le test n'est pas fiable, ça sert à quoi ? Non, vous voulez tout et son contraire. Expliquez-moi comment on peut prendre des milliers de gens d'un seul coup dans des laboratoires. On n'a pas un nombre de laboratoires, on n'a que 4000 sites qui peuvent accueillir les patients. Donc, je vous dis, la solution, c'est de multiplier les sites, multiplier les préleveurs. Cette nuit, les masseurs kinésithérapeutes ont été autorisés à prélever. On est presque à 350 000 ou 400 000 personnes sur le territoire français autorisées à faire du nasopharynx. Maintenant, physiquement, quand on vous prélève et qu'on vous enregistre, ça demande du temps. Donc là, il faudrait multiplier les secrétariats, multiplier les préleveurs, et donc il faut ouvrir d'autres centres. Si vous voulez conserver la PCR, il faut multiplier cela. Si on veut faire du test de dépistage plus rapide, qui ne demande pas le temps que nous avons aujourd'hui, et bien dans ce cas-là, il faut prendre des méthodes plus rapides. Mais elles n'ont pas 100% de sensibilité. Ou alors, il faut que les fournisseurs nous donnent des méthodes qui sont ultra sensibles, ultra spécifiques à 100% des cas. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas ça sur le marché. De nouveaux foyers épidémiques apparaissent chaque jour dans des maisons de retraite, notamment par endroits. Les résidents ne peuvent tout simplement plus recevoir que 2 personnes par semaine. Des restrictions dont se plaignent certaines familles. Elles l'ont fait savoir devant le ministère de la Santé tout à l'heure. On demande à pouvoir accéder à eux. Ils sont tous en train de glisser. On nous annonce un petit peu partout sur le territoire de nouveaux reconfinements. On n'est jamais consulté en tant que famille ni en tant que résident. Les directeurs prennent seuls les décisions.
Et donc aujourd'hui, on vient déposer un cercueil, puisque c'est ce qui attend la totalité de nos parents s'ils continuent à appliquer ce protocole sanitaire strict. On n'en veut même pas des regrets de M. Delfrécy. Ça n'excuse ni les morts qu'il y a eu pendant la première vague. Et aujourd'hui, s'il regrette, pourquoi il nous joue la même partie ? Aujourd'hui, il est scandaleux qu'on nous refasse encore le coup du confinement alors que nous avons des masques, des tests, encore des capacités d'hospitalisation. Et l'état d'esprit actuel des Français, alors que le virus continue de circuler, sondage est là pour BFM TV, l'inquiétude reste majoritaire même si elle recule. Et puis surtout, près d'un sondé sur deux pense que le gouvernement ne prend pas assez de précautions. Le gouvernement peut être très prudent sur ces mesures contraignantes pour ne pas être taxé de liberticide. Alors sommes-nous un peuple éternellement insatisfait ? Jérémy Brossard nous répond. L'inquiétude grandit et de ce point de vue-là, il y a une demande, il y a une attente de la part de la population de protection et le sentiment sans doute qu'on n'en fait pas assez. C'est l'éternel dilemme, la ligne de crête sur laquelle essaye de marcher le gouvernement depuis le mois de mars, avec à la fois le risque de ne pas en faire assez, de ne pas freiner suffisamment la progression du virus et d'en faire trop à l'inverse. Dans le même sondage, les Français ils disent surtout on ne veut pas de reconfinement par exemple. En fait, c'est très difficile de répondre effectivement à des demandes contradictoires de la population. En tout cas, au sein de l'exécutif, on insiste beaucoup sur la stratégie localisée, régionalisée pour la réponse. On l'a vu en début de semaine du côté de Marseille et de Bordeaux. Et puis on insiste aussi sur il faut vivre avec le virus. Et donc il n'est pas question de reconfiner globalement. On a aujourd'hui des tests, on a aujourd'hui des masques, des tests, même si on le voit que dans la pratique c'est difficile à mettre en place. Mais en tout cas, il faut vivre avec le virus. C'est clairement le mot d'ordre et adapter au mieux région par région, secteur par secteur, comme si c'était de la dentelle, au cas par cas, les situations sur place. C'est ce qu'expliquera notamment le ministre de la Santé qui tiendra sa première grande conférence de presse hebdomadaire. Ce sera demain à 17h. Aujourd'hui, on s'intéresse également aux séquelles du Covid, un phénomène encore complexe à quantifier et à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que pour les personnes concernées, c'est une galère au quotidien. Aymeric Barraud. Ces malades du Covid au long terme sont souvent jeunes. Les premiers symptômes sont classiques, fièvre, maux de tête, mais persistants. En Grande-Bretagne où elle vit, Pauline Oustric doit être hospitalisée au bout de 3 semaines. 2 mois plus tard, cette femme de 27 ans est toujours très affaiblie. J'ai été rapatriée en fauteuil et en ambulance, donc j'étais pas en très bon état, alors que pourtant de base, je n'ai aucun problème de santé, je suis quelqu'un de très enthousiaste, de très sportif et très volontaire. Et là, je ne pouvais même plus me lever pour aller prendre un verre d'eau, m'occuper de moi toute seule, donc j'ai dû rentrer pour pouvoir être soignée en France et comprendre un peu pourquoi j'avais autant de symptômes divers et prolongés. Elle est alors prise en charge ici à l'hôpital Foch, dans un service dédié aux malades du Covid de longue durée. Aujourd'hui, elle souffre toujours d'une dysautonomie, une dérégulation du système nerveux. Je suis toujours pas guérie. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ça se voit pas, parce que beaucoup de gens disent bah, elle a l'air bien, elle parle, alors pourquoi elle se plaint d'avoir des symptômes? Des nausées, des vertiges, je me sens pas bien, j'arrive plus à respirer, je désature aussi en oxygène. Donc des symptômes qui sont quand même très handicapants pour une jeune de 27 ans, parce que je peux plus vivre normalement une journée où je travaille et où je fais les choses de la maison, c'est plus possible. Des séquelles du Covid-19 plusieurs mois après, un phénomène encore difficile à prendre en charge selon le ministère de la Santé. Pour savoir comment organiser la réponse sanitaire et mieux encadrer et développer la recherche, parce que tant qu'on n'a pas de réponse, c'est compliqué de répondre, eh bien j'ai fait une saisine du Haut Conseil de santé publique et également une saisine du Conseil scientifique pour leur demander de m'indiquer les moyens d'avancer, de compiler l'ensemble des données publiées dans la recherche internationale et dans la littérature médicale en France et dans le reste du monde, de manière à d'abord comprendre. D'après les autorités sanitaires, quelques milliers de personnes en France seraient concernées. Céline Moncel, ces effets longue durée du post-Covid, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Alors, on a identifié un certain nombre de ces symptômes persistants et on a aussi identifié le profil de ces patients qui ne guérissent pas. Une étude a été menée dès le printemps à l'Hôtel-Dieu à Paris et sur 70 patients. Depuis, d'autres études sont en cours. On en attend encore les résultats. Voici en tout cas les symptômes qui avaient été observés. Une fatigue extrême chez 73% des patients, 53% des douleurs thoraciques, 42% des maux de tête, 43% un essoufflement et puis plus étonnant, 56% présentaient des troubles sensitifs, c'est-à-dire des troubles de l'équilibre, des picotements parfois, des brûlures sur la peau, 37%
des troubles neurocognitifs. On parle là de troubles de la mémoire, de troubles de la concentration par exemple. Il y a d'autres études qui montrent aussi la persistance de la perte du goût et de l'odorat. Enfin, on peut citer un chiffre qui ressort d'une étude menée par le CHU de Rennes. 44% de patients, de 300 patients étudiés, présentaient encore des symptômes 6 semaines après l'infection. Alors, on parle soit de symptômes persistants, soit de symptômes qui avaient totalement disparu et qui reviennent. Ensuite, sur le profil des patients qui ne guérissent pas, eh bien, ce sont en majorité des femmes, en large majorité de femmes, de 40 à 50 ans, qui avaient attrapé une forme peu sévère du Covid. Ce ne sont pas des patients qui sont passés par la réanimation. 90% de ces patients n'avaient même pas été hospitalisés. Et lorsqu'on leur fait un test PCR et que ces symptômes persistent, eh bien, ce test est négatif. Ce profil, donc ajouté à la variété des symptômes, eh bien, rend le suivi assez difficile. C'est pour ça qu'il y a des études menées et qu'il y a même des unités spéciales qui ont été créées comme celles qu'on a vues dans le reportage. Et puis, on ignore aujourd'hui les raisons de ces formes persistantes. On traite seulement les symptômes. Attention, il faut rassurer un peu nos téléspectateurs, ces cas de Covid long ne représentent moins d'1 cas sur 10 de l'ensemble des malades. Merci beaucoup Céline. Le procès des attentats de janvier 2015, la Cour entend en ce moment même le gérant de l'imprimerie pris en otage par les frères Kouachi. Il vient de terminer sa déposition, Michel Catalano, qui a raconté n'avoir eu qu'une obsession à ce moment-là, que les terroristes ne réalisent pas qu'un autre employé, son salarié, était caché dans le bâtiment. Moi, a-t-il dit, j'avais accepté de mourir à ce moment-là, c'était fini, mais je ne voulais absolument pas que Lilian soit trouvé et tué. Lilian qui va s'exprimer devant la cour d'assises spéciale dans quelques instants. En revanche, le pompiste qui avait été braqué par les terroristes pendant leur fuite, la fuite des Kouachi, n'a pas pu se déplacer. Son avocat explique pourquoi. Le jour du procès, comme vous le savez, Charlie Hebdo a pensé qu'il était utile de republier les caricatures et là, il a revécu ce braquage et il a pensé qu'il y avait peut-être une possibilité d'un nouvel attentat et il n'a pas pu pénétrer à l'intérieur du palais de justice. Je vous indique que depuis 5 ans, il ne peut plus rentrer dans une pièce, un magasin, un centre commercial. C'est quelque chose qu'il ne pourra peut-être plus jamais refaire. Après le Classico et les reproches de Neymar, le sujet du racisme dans le football rebondit avec la sortie du président de la Fédération française. Pour Noël Le Graët, tout va bien, ou presque. Emery Bao. Neymar, victime d'insultes racistes. Le meneur du PSG assure qu'il en a subi de la part d'un joueur marseillais dimanche pendant le match du Classico PSG-OM. Mais pour le président de la Fédération française de football, le racisme en général n'existe pas dans le foot. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène de racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Une déclaration choquante selon SOS Racisme. Ça ne me surprend pas de la part de Noël Le Graët qui, déjà l'an dernier, s'était distingué en expliquant qu'il ne fallait certainement pas arrêter le match de foot en cas de propos racistes. C'est-à-dire que on est là face à un dirigeant qui devrait être particulièrement vigilant sur ces questions et qui explique tranquillement que le phénomène n'existe pas. Et si le phénomène n'existe pas, pourquoi lutter contre ce phénomène ? Pour les observateurs du football, la France est plutôt peu confrontée au racisme dans les stades, contrairement à nos voisins. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer en Italie. Il y a eu même des affaires récentes en Angleterre que nous n'avons pas. Comme le disait Mohamed, il a raison. À part ces dernières années à Bastia, on n'a pas eu réellement de cas de ce genre-là ou de chants. Dans l'affaire Neymar, la commission de discipline de la Ligue de football devrait lancer une instruction afin d'étudier les accusations de racisme portées par le joueur contre un défenseur marseillais. Et puis en bref, cette image d'Emmanuel Macron sur le Tour de France à l'occasion de la 17e étape entre Grenoble et Méribel. Il est actuellement dans la voiture du directeur adjoint du Tour parce que le numéro 1, Christian Prudhomme, avait été détecté positif. Vous vous souvenez, il y a une semaine, ce qui avait d'ailleurs entraîné l'isolement du Premier ministre qui l'avait côtoyé. Pour info, il reste encore 20 km de course. Et le troisième, pour le moment, c'est Alaphilippe, le Français. Tout de suite, la chronique éco. Analysez l'écho et prenez les bonnes décisions avec EBP, solution de gestion et services cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous.
Pierre, on parle avec toi du transport aérien qui fait partie des secteurs les plus touchés par la crise actuelle, avec un chiffre qui en dit long sur l'état de santé des compagnies aériennes. Oui, alors quand on compare donc le nombre de passagers qui ont décollé ou atterri en France entre le 1er mars et le 31 août cette année et l'année dernière, effectivement, la chute est absolument sidérante, moins 81%, ça fait 88 millions de passagers en moins. Et dit autrement, en tout cas en extrapolant, on peut dire que ces 6 derniers mois, les compagnies aériennes françaises ont vendu autour de 5 fois moins de billets qu'en temps normal, et qu'en plus les billets qu'elles vendent, eh bien, ce ne sont pas ceux qui rapportent le plus. Vous avez beaucoup d'avoirs, et puis vous avez aussi beaucoup moins de billets en business class, et encore, quand les billets sont vendus en business, eh bien, ils sont vendus beaucoup moins cher que par le passé, tout simplement parce que la clientèle affaires n'est toujours pas revenue. Et enfin, surtout, les passagers sont essentiellement français et, dans une moindre mesure, européens. Et Pierre, on a une idée de cette chute du trafic selon les destinations ? Oui, à Roissy et Orly, on va prendre cet exemple-là, en juillet, parce que les chiffres d'août doivent sortir ce soir, on les a pas encore, mais la tendance est la même, de toute façon. La chute du trafic, donc, sur la France, c'est moins 55%, moins 76% sur l'Europe, mais autour de moins 95% sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie. C'est pas vraiment surprenant, parce qu'il y a quand même de nombreux pays qui imposent encore des conditions drastiques aux voyageurs qui voudraient accéder à leur territoire, et puis vous avez même des conditions assez compliquées pour les citoyens de ces pays qui voudraient venir en France. Et donc ça a un impact évidemment sur le chiffre d'affaires d'Air France notamment, mais aussi sur le tourisme, parce que à Paris, je vais juste prendre cet autre chiffre qui est absolument phénoménal. En ce moment, à Paris, vous avez une tour Eiffel qui est quasiment désertée, avec 7 fois moins de visiteurs qu'en temps normal. C'est donc le moment d'y aller. Oui, d'une certaine façon. Mais maintenant, la question pour les compagnies aériennes, c'est ça va durer combien de temps tout ça, quoi. Avec en plus des incertitudes qui s'ajoutent, si je puis dire, parce que est-ce que l'arrivée des tests rapides, parce que les compagnies attendent vraiment avec impatience ces tests rapides. Est-ce que ça va permettre vraiment d'augmenter le trafic ? Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que vous avez beaucoup de passagers qui doivent annuler leur vol au dernier moment parce qu'ils n'ont pas un test de moins de 3 jours prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du Covid. Une autre incertitude, alors à plus long terme, c'est cette surtaxation du transport aérien. Une hausse de l'écotaxe qui est souhaitée par la Convention citoyenne sur le climat. Les compagnies aériennes françaises, vous en doutez, elles étaient déjà très contre avant la crise, mais là, il en va carrément de leur survie. Et il y a eu une étude très récente de la DGSC de l'impact que pourrait avoir cette écotaxe. Alors, elle rapporterait pas mal d'argent, un peu plus de 4 milliards d'euros par an, à condition que le trafic revienne à un niveau plus normal. Mais ce coût énorme pour les compagnies les obligerait à réduire leurs effectifs. On estime, enfin c'est la DGAC qui l'estime, à 120 000, 150 000 emplois directs qui seraient supprimés. Et pour le moment, c'est pas tranché. Est-ce qu'on va la garder, est-ce qu'on va pas la garder, cette hausse de l'écotaxe ? Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, est assez ferme sur le sujet. On peut quand même souhaiter que l'instauration de ce qui est quand même un nouvel impôt ne s'applique pas tant que les compagnies aériennes ne sont pas sorties de cette énorme zone de turbulence. Merci Pierre. Cette émission vous a été présentée par EBP, solution de gestion et service cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. C'est la rentrée sur BFM TV. Merci de vous réveiller avec Première Édition. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. La bienvenue le matin à Bruce-Toussaint. Bonjour, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Vos questions que vous nous envoyez sur Twitter. Il est midi sur BFM TV. Bonjour à tous. Bienvenue, Céline. Merci beaucoup, Damien. Bonsoir à toutes et tous. 120% News, ce qui veut dire 120 minutes au cœur de l'actualité du jour. Ravi de vous retrouver et de vous présenter cette nouvelle saison de Ligne Rouge. C'est la nouvelle émission sur BFM TV. C'est l'événement ce soir. Je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être avec toute cette équipe autour de moi. Vous m'abandonnez pas, vous serez là. BFM TV, l'info avec vous. She takes the sidewalk you walk on and just like the catwalk you walk on. These streets are calling her name. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. La liberté en mouvement. Profitez de plus de liberté grâce à l'hybride Toyota et avec l'offre sans engagement pendant 6 mois à partir de 199 € par mois. La cité médiévale de Rocamadour, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte.
Candice a enfin trouvé la bonne lampe pour son intérieur. Mais voilà, elle se trouve à un bon 2 jours de marche de chez elle. Heureusement, elle sait qu'elle peut se faire livrer et remplacer ce long voyage par 2 clics. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Pandora et vous, 20 ans d'histoire. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus discuter avec les autres et j'avais l'impression de devenir invisible. Chez Audica, un expert m'a proposé des aides auditives 100% invisibles. Pour que moi, je ne le sois plus. Parce que votre santé n'attend pas, venez essayer dès maintenant nos aides auditives exclusives dans le strict respect des gestes barrières. Appelez le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Prenez soin de vous. Audica. Chaque mois, Indeed publie plus de 400 000 offres d'emploi dans toute la France. Vous entrez dans la vie active, recherchez le poste de vos rêves ou souhaitez simplement faire évoluer votre carrière? Rendez-vous sur Indeed pour trouver l'offre qui vous correspond. La météo avec Best Western Hotels & Resorts. Des hôtels uniques partout en France pour voyager, se retrouver et s'évader. Des conditions météo toujours très ensoleillées pour cet après-midi sur une large partie de la France. À noter simplement ce ciel un peu plus variable pour les régions centrales et de l'Est avec éventuellement en deuxième partie d'après-midi une petite averse orageuse. Mais sinon dans l'ensemble c'est le soleil qui va l'emporter. Les températures en légère baisse par rapport à hier mais ça reste toujours bien au-dessus des valeurs de saison. La maximale pour Toulouse et pour Auxerre 34 degrés, 32 à Paris, au Mans, 33 à Bordeaux, 30 degrés à Marseille. La température la moins élevée pour Brest. Avec 24 degrés, un voile de nuages va s'installer pour demain matin sur le sud-ouest. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies le long des frontières du nord-est. Priorité au direct, comme prévu, Xavier Bertrand qui vient de s'entretenir avec des syndicats des salariés de l'usine Bridgestone de Béthune après l'annonce de la direction de sa volonté de fermer l'usine. Le président de la région des Hauts-de-France va s'exprimer face aux journalistes prévents devant le site de l'usine. Xavier Bertrand, patron de cette région, déjà touchée par des annonces de ce type, une région fortement concernée par notamment des plans sociaux. Là, c'est donc le fabricant de pneus japonais Bridgestone. Bah ouais, on n'a pas d'air là. Xavier Bertrand s'est entretenu un long moment. Ça a commencé aux alentours de 14h cette réunion avec les syndicats très remontés. On l'écoute. C'est bon pour tout le monde? Non, s'il vous plaît, vous reculez un peu, que tout le monde. Moi, je peux pas reculer. On va pas y arriver. Faites un petit mètre en arrière. Un petit mètre en arrière et tout le monde aura son Allez. S'il vous plaît. Attendez, Reculez, merci. Prenez un petit peu de distance. Gaëtan Mélin, d'un mot avant que l'on écoute ces syndicalistes qui accompagnent Xavier Bertrand. Cette annonce de la direction de Bridgestone n'est pas vraiment une surprise. Non, tout à fait, puisque le maire de Béthune a même indiqué que depuis 2015, on s'attendait à cette fermeture du site, puisque les difficultés sont plus structurelles finalement, puisque le groupe s'est positionné sur un secteur d'activité qui est en fort déclin en Europe, avec des pneus de petite taille au lieu de grosse taille. Et d'ailleurs, en 2018, si le groupe produisait jusqu'à 18 000 pneus par jour, eh bien, en 2019, on n'était plus qu'à 9 000. Cette réunion un peu plus réconfortée par rapport aux différentes interventions de l'État, de la région, de la communauté de communes, du monsieur le maire et de monsieur le préfet. Oui. Qui nous a rassurés dans le sens qu'ils nous apportent leur soutien total dans l'annonce qui a été faite aujourd'hui et qui vont continuer à nous soutenir pour sauver ce site. Donc il y a, si je pense que je peux le dire, il y aura une consultation au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on va passer à Bruxelles, consulter, demander à avoir des informations, du retour, pour voir vraiment s'il y a possibilité d'avoir un projet parallèle à la fermeture de cette entreprise. Voilà. C'est un combat de longue haleine qui démarre là, pour sauver l'usine, pour sauver toutes ces
C'est un combat non seulement pour nous, mais pour toutes les familles ici et tous les emplois indirects aussi, qui sont très importants. Je l'ai dit ce matin, mais encore une fois, le bassin minier, c'est un pôle emploi qui est très touché par le chômage. Donc il faut absolument qu'on puisse conserver cette entreprise, conserver les emplois pour maintenir aussi tous les commerces, enfin tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on sait très bien que si on tombe, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, monsieur ? Comment ? Il y a vraiment moyen de s'opposer à la fermeture ? On essaye, on va se battre et aujourd'hui les politiques ont apporté, les politiques et les différentes personnes ont apporté leur soutien et on va essayer de faire quelque chose pour avoir un projet alternatif à cette fermeture d'usine. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Vous allez à Bruxelles, mais pourquoi faire ? Pour avoir de l'investissement. Aujourd'hui, ça fait des années et des années qu'on n'a plus d'investissement. Donc un investissement, bien sûr, porté sur des dimensions bien plus grandes que ce qu'on fait actuellement, qui a une valeur ajoutée extrêmement importante. Aujourd'hui, les pneumatiques qu'on produit dans cette boutique n'ont pas de valeur ajoutée, quoi. On produit à perte. Donc, voilà. L'Europe ne va pas investir à la place du propriétaire, du patron, de l'actionnaire. Mais elle peut favoriser l'investissement sur Béthune. On est asséché depuis des années. On a un savoir-faire, ça faut pas l'oublier. On a été capable auparavant de faire des choses, des développements de nouvelles technologies. Aujourd'hui, notre savoir-faire, on l'a toujours gardé. Maintenant, si on ne nous donne pas les moyens d'avancer et puis des nouvelles machines, des nouvelles technologies, voilà. Et c'est là un peu le rôle de nos chers élus et représentants autour de moi. Ils vont impulser, je pense, quelque chose qui va pouvoir faire bouger, je l'espère, la direction de Bridgestone Europe. Le porte-parole du gouvernement disait ce matin que Bridgestone avait été mis sous perfusion d'aide de l'État, d'aide publique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, on a eu on va dire. CICE, ça nous a rien rapporté dans le sens où on n'a pas eu de nouvelles technologies, de nouveaux produits à sortir. Voilà. Les machines sont... Voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. Il y a eu quand même de l'investissement en Europe pour des nouvelles technologies, mais l'investissement ne s'est pas fait à Béthune, il s'est fait à Poznan, il s'est fait à Tatabánya, enfin j'en passe et d'autres. Après voilà, nous, sans investissement, on ne peut pas repartir de plus belle. Il nous faut absolument obtenir de l'investissement, un projet industriel qui est viable, et qui va nous ramener à perdurer. Ça fait 60 ans qu'on est là, on peut encore perdurer 60 ans, j'en suis convaincu. Il faut simplement s'en donner les moyens. Voilà. Votre prénom, monsieur ? Christian, du Château. Qu'est-ce qu'il a ? Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité, prévu de longue date. Je l'ai dit avant cette réunion, on a affaire à des menteurs parce qu'en novembre 2019, c'était pas un siècle, à Bercy au ministère, il y a eu des réunions et ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020 et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Il y a une possibilité aujourd'hui de changer la donne. C'est que Bridgestone renonce à son projet de fermeture et accepte de se mettre autour d'une table et de discuter d'un projet d'investissement sur ce site. Si Bridgestone investit, l'État, on en a eu confirmation par la ministre tout à l'heure, la région, les collectivités locales, on mettra aussi de l'argent. Mais attention, avec des garanties pour l'avenir, parce que le problème de cette usine aujourd'hui, c'est qu'on produit des petits pneus. Or, les petits pneus, ça se vend quasiment plus. Si par contre, il y a un véritable investissement, cette usine va enfin devenir plus productive et elle essuiera plus toutes les critiques de la terre de la part de la direction de Bridgestone. Donc la question, c'est simple. Est-ce qu'on a affaire à des industriels
ou est-ce qu'on a affaire à des financiers? Si c'est des industriels, ce langage-là, ils peuvent l'entendre. Ça va leur coûter d'investir, mais ils ne seront pas seuls pour l'investir. Il y aura l'État avec le plan de relance, la région avec le plan de relance et l'ensemble des collectivités. Communauté d'agglomération, le département aussi, tout le monde s'y mettra. Il n'y aura peut-être pas, il faut dire les choses très clairement, autant d'employés qu'aujourd'hui. Les autres, on devra leur retrouver une solution, mais il y aura un avenir industriel pour fabriquer des pneumatiques ici. S'ils ne le veulent pas, c'est une autre histoire, c'est les financiers. On sait qu'ils n'ont pas de cœur, ils ont un portefeuille ou une calculette, et là, dans ces cas-là, je le dis très clairement, le discours change. Là, ça va être un combat. Et si ça leur coûte d'investir, ça va leur coûter beaucoup plus cher de fermer le site. Et ça va prendre des années. Parce qu'en France, on part pas comme ça, c'est pas prends l'oseille et tire-toi. Dans ces cas-là, il faut assumer ses responsabilités et ça va être des années de procédure. C'est la loi qui est ainsi faite. Et quand on a affaire à des cyniques, on se comporte comme face à des cyniques. Dans les jours qui viennent, il y aura une réunion avec gouvernement élus locaux d'un côté, les représentants du personnel et les dirigeants de Bridgestone. Mais attention, pas le dirigeant d'ici, qui passe son temps à force de provocation à essayer de dresser les uns contre les autres. Il nous faut un interlocuteur qui soit capable de discuter du plan B dont nous parlions à l'instant. Nous, on est prêt à faire le maximum. Ça fait des années qu'on leur proposait, ils n'ont rien voulu entendre, et qu'on n'aille pas nous raconter que c'est la crise du Covid qui aujourd'hui rend cette entreprise non viable. Ça fait des années qu'ils n'investissent plus. Maintenant, le moment est venu de leur dire, si vous fermez, ça va être long, compliqué, et vous allez y perdre en termes d'image. Quand vous imaginez quand même que Bridgestone est partenaire financier du Comité international olympique et qui voudraient mettre leur nom justement pour l'ensemble des Jeux olympiques. Et il est beau l'esprit olympique avec Bridgestone. Ou alors ils acceptent de discuter d'un projet industriel. Là, la balle est dans leur camp. On se met autour d'une table, pas dans un siècle, dans les jours qui viennent, et on va voir si ça reste des menteurs et des cyniques ou si c'est des industriels qui peuvent encore jouer un rôle justement dans l'industrialisation ici. L'État et la région pourraient apporter combien? Tout dépend du projet d'investissement. On nous parle de 150 à 180 millions d'euros. On ne va pas venir avec 3 cacahuètes si justement il y a des développements industriels et s'il y a des projets et des emplois à la clé. Mais une chose est certaine, s'il y a un projet industriel, il n'empêche qu'il faudra quand même qu'on prévoie une solution pour ceux qui ne pourraient pas rester dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut oublier personne. Parce que vous voyez, on parle de millions, tout ça. Là, l'enjeu, ce soir, c'est tous ceux qui rentrent à la maison et qui vont devoir expliquer, notamment à leurs enfants, de quoi va être fait leur avenir. Je sais bien qu'on est dans un bassin qui est industriel. Je sais bien que, notamment en région, État, on a prévu une usine très importante qui va ouvrir à 20 minutes d'ici. Mais en attendant tout ça, eux, ils n'y croient pas. En attendant, eux, il n'y a qu'une seule chose qu'ils savent, c'est que le sol vient de se dérober. Leur boulot qu'ils ont depuis longtemps, ils en ont plus dans quelques mois. Et nous, on doit tout faire pour forcer, je dis bien forcer Bridgestone à envisager un autre plan industriel. C'est ce qu'on va faire avec l'État. L'État va se mobiliser parce qu'on va avoir besoin, excusez-moi, d'engager un bras de fer. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va être compliqué de sauver tout le monde quand même. Je l'ai dit. Si vous avez un nouveau projet industriel et que vous améliorez la productivité, ça veut dire qu'il y a plus de machines. S'il y a plus de machines, il y a aussi moins de personnel. Donc ceux qui ne seraient pas repris dans un projet industriel, on a une obligation pour leur permettre de retrouver une autre activité. Et puis attention, on parle de 900 personnes. N'oubliez pas ceux qui ne sont pas estampillés Bridgestone, qui font l'accueil, qui font le nettoyage, qui font la restauration. Ici, sur ce site, et n'oubliez pas non plus les sous-traitants, si ça ferme complètement, c'est 1500 personnes à qui il faut retrouver un autre emploi. Mais encore une fois, là, la crise Covid, elle a bon dos, hein. Elle n'a rien à voir. C'est une entreprise qui, depuis des années, a préparé cet assassinat. Thomas Soulier, on vient d'entendre Xavier Bertrand s'exprimer donc à la sortie de cette réunion avec les syndicats de Bridgestone à Béthune. Des mots très forts, un vocable très martial. Il parle de combat, d'assassinat prémédité. Il parle des dirigeants de l'entreprise comme des menteurs, des cyniques. Est-ce que ce sont des industriels ou des financiers? On sent que pour Xavier Bertrand, qui est tout de même le patron de la région des Hauts-de-France, ce combat, il n'est pas moindre et il a plusieurs symboliques. Oui, car il est président de région en effet, mais surtout pré-candidat à l'élection présidentielle. C'est pour cela qu'il utilise des mots forts aujourd'hui, vous le disiez. Il menace l'entreprise avec 2 armes.
c'est peut-être les deux seules armes des élus, des politiques aujourd'hui. D'abord, la réputation de l'entreprise en disant si vous continuez, on va nuire à votre image. Et puis la justice en disant si vous voulez vraiment aller au bout de ce plan, ce sera des années, dit-il, de procédure contre vous. Il a cette phrase très intéressante politiquement. Il dit on doit les forcer à un autre projet industriel. Forcer vraiment? Que peuvent-ils, ces élus, ces politiques, face à ces usines? Finalement, pas grand-chose. Vous savez, depuis des années maintenant, Michelin, Arcelor, Alcatel, Moulinex, toutes ces entreprises ont voulu licencier ou ont voulu fermer, et elles ont pu licencier, elles ont pu fermer. En 99, Inès Jospin disait à leur Premier ministre « l'État ne peut pas tout ». Depuis, on voit depuis 20 ans que souvent, l'État ne peut rien y faire. Merci Thomas. Gaëtan Mélin, sur le fond du dossier, malgré les paroles du président de la région notamment, il y a de quoi être pessimiste sur le fond du dossier Bridgestone à Béthune? Sur l'avenir du site, effectivement, puisqu'il parle d'un nouveau projet industriel avec le propriétaire actuel, mais sans discuter avec le directeur de l'usine. Donc ça complique un peu les choses, d'autant que on est là sur un problème de productivité d'un marché qui est en berne en Europe et d'un constructeur de pneumatiques qui a fait certes de mauvais choix, mais qui aujourd'hui justement veut en tirer les conséquences et veut fermer ce site qui n'est pas productif. S'il avait voulu investir dans ce site, ça fait des années qu'il aurait pu le faire, et je dirais même qu'avec France Relance, il a aujourd'hui les moyens de le faire, puisqu'il y a un dispositif du plan de relance aujourd'hui qui prévoit la modernisation des sites industriels. Mais voilà, ce n'est pas la volonté du groupe actuel. Je ne vois pas comment Xavier Bertrand, ni même le gouvernement français, vont pouvoir forcer Bridgestone à investir dans ce site industriel. Finalement, la seule chose qu'on pourrait obtenir, c'est que Bridgestone décide de céder ce site et qu'on trouve finalement un repreneur pour ce site industriel qui décide, lui, d'investir à Béthune. Xavier Bertrand qui a rappelé qu'en novembre dernier, pourtant il y a très peu de temps, ils avaient rencontré à Bercy ces dirigeants de Bridgestone et que rien n'avait été évoqué sur une fermeture. Oui, tout à fait, mais le maire de Béthune disait un peu plus tôt cet après-midi que la fermeture du site de Béthune, elle était envisagée finalement depuis 2015. Donc vous le voyez, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas non plus de la fin de cette année. Et puis il faut aussi rappeler un élément qui est très important, c'est que le dialogue social dans cette usine est vraiment atroce, puisque les dirigeants d'un côté, mais aussi les organisations syndicales butent sur leur position. Il y a eu un plan de compétitivité qui a été présenté aux organisations syndicales l'année dernière et il a été rejeté à 60%. Vous aviez d'un côté la direction qui demandait des efforts aux organisations syndicales pour augmenter la productivité et les salariés qui ont tout simplement dit à une grande majorité qu'ils ne le souhaitaient pas. Merci beaucoup Gaëtan, merci Thomas. Dans quelques instants, restez avec nous, on va revenir sur le procès des attentats de janvier 2015 avec une audition particulièrement émouvante qui a eu lieu cet après-midi. À tout de suite. Les routes sont multiples, mais les sensations uniques au volant du Lexus UX hybride. Profitez de l'expérience Lexus pour seulement 299 € par mois, entretien inclus. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Volkswagen. L'art de créer, c'est découvrir un monde de beauté et d'exception. Pour un maître torréfacteur, c'est la création d'un chef-d'œuvre. Un café aux arômes incomparables, pour un plaisir intense. L'Or, sans doute le meilleur café du monde.
Ok bon, je vous raconte. J'allais prendre une assurance pour mon nouvel appart quand un virus a attaqué tout Internet. Pas le choix, je rentre dans le système. Et en 2 minutes, je sauve le monde. Et là, qui m'appelle? Le FBI, les gars. Le problème quand on est bien assuré, c'est qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, votre logement est assuré dès le lendemain. Et l'émotion donc à Béthune après l'annonce de Bridgestone, le fabricant de pneus qui veut fermer son usine du Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Le gouvernement dénonce une trahison de la confiance de l'État et de la région. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, vient de s'exprimer à l'issue de sa rencontre avec les syndicats. Et puis le problème persistant, c'est le moins que l'on puisse dire, des délais d'attente pour un rendez-vous et pour obtenir les résultats à propos du dépistage Covid. Mais avant cela, justice et cette nouvelle journée de procès des attentats de janvier 2015 et ce mercredi a témoigné Michel Catalano. C'est le gérant de cette imprimerie de Seine-et-Marne où s'étaient retranchés les frères Kouachi ainsi que son employé Alexandra Gonzalez. Vous êtes au palais de justice. L'ex-otage s'est exprimé et a livré un récit très poignant de cette journée. Oui, et après avoir raconté son huis clos avec les terroristes, Michel Catalano a décrit la vie d'après, le corps secoué de sanglots. Aller dehors, c'était une épreuve. Sortir de mon lit, c'était une épreuve. Vivre, en fait, c'était une épreuve. Ne pas être capable de dire 3 mots à ses enfants sans pleurer, c'était très compliqué. Et puis, Michel Catalano, à la barre, raconte qu'il a fallu reconstruire sa société, son 3e gosse, comme il dit, tant c'était le projet d'une vie avec sa femme, 14 ans d'efforts acharnés. Les dettes, les assureurs qui pinaillent après les attentats, les crédits qui s'accumulent, et puis enfin, depuis quelques mois, un équilibre précaire. À la barre, Michel Catalano conclut, on parle souvent pendant ce procès de victimes directes, de victimes indirectes, d'instants brefs. Eh bien, voilà ce que ça fait, les instants brefs. Et à ce moment-là, à la barre, eh bien, il est effondré, secoué à nouveau de sanglots. À la fin de sa déposition, Michel Catalano est resté un long moment pétrifié à la barre, alors que le président avait déjà suspendu la séance. Puis, il a marché vers l'entrée de la salle. Et là, Lilian, son employé, qui était lui aussi caché dans cette imprimerie pendant ce huis clos avec les terroristes, Lilian l'a très longuement serré dans ses bras pendant de longues minutes. Merci Alexandra, avec Hortense Gérard au procès des attentats de janvier 2015 pour BFM TV. La pilule est dure à avaler pour les 863 salariés de l'usine Bridgestone de Béthune dans le Nord. Face à une concurrence notamment trop forte, le géant japonais du pneu a annoncé sa volonté de fermer l'usine. Réaction de syndicats, réaction de Xavier Bertrand aussi. Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité, prévu de longue date. Donc la question c'est simple, est-ce qu'on a affaire à des industriels ou est-ce qu'on a affaire à des financiers? Si c'est des industriels, ce langage-là, ils peuvent l'entendre. Ça va leur coûter d'investir, mais ils ne seront pas seuls pour l'investir. Il y aura l'État avec le plan de relance, la région avec le plan de relance et l'ensemble des collectivités. S'ils ne le veulent pas, c'est une autre histoire, c'est des financiers. On sait qu'ils n'ont pas de cœur. Ils ont un portefeuille ou une calculette et là, dans ces cas-là, je le dis très clairement, le discours change. Là, ça va être un combat. Et ne manquez pas justement l'intervention de Xavier Bertrand en direct à 19h30 sur BFM TV. C'est Thomas Misraki qui le recevra dans 120% News, donc 19h30 ce soir. On parle à présent de ces tests santé, plus d'1 million de tests par semaine. L'objectif, c'était celui-ci de l'État. Il est atteint, mais en pleine reprise de l'épidémie, eh bien, on veut désormais, Jean Castex, proposer des tests en priorité à certaines personnes, les symptomatiques, les cas contacts ou encore les soignants. Mais dans quelles conditions? On voit cela avec Blandine Dalena, Nicolas de Roussy et Caroline Léac. Ils ont dû mettre leur réveil très tôt pour espérer se faire dépister. Certains patientent depuis 4h30 du matin. Pourtant, dans la file d'attente de ce laboratoire, une majorité de personnes prioritaires. On a eu un cas contact dans notre bureau et du coup on est venu pour avoir des tests rapidement et se rassurer et rassurer les collègues. J'ai eu un épisode fiévreux ce week-end et le médecin par obligation m'a demandé de venir passer un test PCR. Ce laboratoire ne peut réaliser que 200 tests par jour. Être prioritaire ne vous assure donc pas d'être pris en charge. On est obligé de faire la queue, il faut venir à 5h du matin, on fait comment avec des enfants en fait? Il n'y a rien d'organisé, rien. Dans ce laboratoire bordelais, même capacité d'accueil, mais aucune file d'attente. Car ici, les rendez-vous doivent être pris à l'avance. On a mis en place une nouvelle application sur Internet qui permet de prendre rendez-vous via Internet comme Doctolib un petit peu. Vous allez pouvoir mettre
l'indication de votre test PCR est ce qui va vous prioriser sur le rendez-vous. Mais une fois le test effectué, l'attente des résultats peut être encore longue, parfois plus d'une semaine. Même si ces résultats sont eux aussi priorisés, les laboratoires restent débordés. Nos capacités analytiques sont dépassées, on n'a pas assez de machines. Les fournisseurs n'arrivent plus à nous fournir suffisamment rapidement en termes de réactifs, pas tous. Donc on a de nombreux laboratoires en pénurie, voire en rupture de réactifs. Et évidemment, on essaie de recruter, mais notre personnel est limité aussi. Ils sont déjà sur les rotules, donc on leur a demandé de faire 3 fois plus. C'est très compliqué. Donc la priorisation ne règle absolument pas le problème parce que nos secrétaires, elles sont déjà débordés. Pour le biologiste, il faut aller plus loin que cette priorisation en testant uniquement les cas contacts et symptomatiques. Le but, diviser par 2 le million de tests effectués par semaine pour désengorger les laboratoires. Et puis en bref, Emmanuel Macron qui participe au Tour de France cet après-midi, le mot est un peu fort, hein, il ne pédale pas, il est en l'occurrence dans une voiture, celle du numéro 2 du Tour, le directeur adjoint, parce que le numéro 1, Christian Prudhomme, il a été détecté positif il y a une semaine, ce qui avait, vous vous en souvenez, entraîné l'isolement du Premier ministre, qui l'avait côtoyé cette 17e étape. Elle a lieu actuellement, il ne reste plus beaucoup de kilomètres entre Grenoble et Méribel, col de la Lose. Restez avec nous, 16h52. Dans un instant, retrouvez BFM Story avec Olivier Truchot. Tout de suite la météo.